La jeunesse est effrayante pour ceux qui l'ont perdue ou qui sont susceptibles de la perdre. Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver ce mercredi 12 août de l'an de grâce 2020. En cette journée, on célèbre justement la journée internationale de la jeunesse. Elle a été adoptée en Assemblée Générale, c'était en 1919, par justement les Nations Unies. À se poser dans des questions depuis hier, de par le monde, les jeunes manifestent. À un moment donné, on se pose bien des questions. Les a-t-on oubliés? Lorsqu'il s'agit de politique, lorsqu'il s'agit parfois de venir chercher leur voix, eh bien c'est en ce moment-là qu'on se souvient justement de la jeunesse. On parle aujourd'hui d'insertion professionnelle. Où est donc passée la place réclamée par les jeunes depuis des décennies? En tout cas, ce jour, c'est tout simplement une journée dédiée à la jeunesse du monde, mais surtout à la jeunesse camerounaise et à la jeunesse africaine, puisque nous sommes le 12 août de l'an de grâce 2020. Mesdames, Messieurs, bienvenue à toutes et à tous à cette nouvelle édition de DBS Matin. Tout au long des 2 heures à venir, nous allons justement essayer de prendre l'initiative, en tout cas de décrypter ce que les politiques africaines, camerounaises ont réservé à la jeunesse africaine. Et puisque nous sommes le 12 août de l'an de grâce 2020, c'est la journée internationale consacrée à la jeunesse. Et la jeunesse, j'en ai d'ailleurs sur ce plateau ce matin. Alain Diop, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour également à tous nos téléspectateurs de ce matin. Je profite pour saluer tous les jeunes qui nous regardent en ce moment. Tous les jeunes d'ailleurs qui nous regardent en ce moment, tous les téléspectateurs jeunes qui parfois d'ailleurs passent la majeure partie du temps à réagir sur les réseaux sociaux et justement pour cette édition. J'espère que vous allez bien. Absolument, je vais très bien, je me porte comme un ancien. Vous êtes un jeune? Oui, absolument, parce que justement, vous savez que chez nous d'abord la première définition chez nous c'est que le jeune c'est celui-là qui a de 15 à 77 ans. Mais maintenant il y a une définition qui est là et que les gens ne savent pas beaucoup. La jeunesse c'est de 15 à 35 ans. C'est ça la jeunesse. À 35 ans. Donc dès que vous avez traversé 35 ans, vous n'êtes plus jeune. Bon, vous n'êtes plus jeune. Puisque vous savez aussi que on estime chez nous que lorsque l'âge aussi, c'est pas l'âge qui peut fonder la jeunesse, hein. C'est pas l'âge, parce qu'il faut qu'on soit vraiment clair dans ça. C'est pas l'âge qui fonde la jeunesse. La jeunesse c'est un état d'esprit. Et il faut que c'est pas l'âge qui fonde justement ça. Vous m'étonnerez toujours, Alain Diop. Vous m'étonnerez toujours. Good morning and welcome. Good morning, Steve, and good morning to our viewers. How is it? Steve, I'm fine. Fine? Yes, Steve. Are you sure for that? Yes, Steve, I'm fine. Are you a yacht guy? Steve, I subscribe to Jackson's second definition of who a youth is. I'm no longer a youth. Yes, because I have passed that definition, that second definition. That Jackson's second definition of who a youth is. But practically speaking, I think who a youth is depends on, you know, how mentally mature you are. You can be well advanced in age, Steve, but you are still a child. You are still a youth. So I think that when we talk of youth, because you still find our parents who militate in the youth wing of parties in Cameroon. You see parents militating in youth wing of parties in Cameroon with their children in the same youth groups. So I tend to ask myself, who then is a youth? I think that we should understand that a youth is one who uses his intellectual maturity to behave. Because once you are no more a youth, once you are an adult, you are condemned to behave as an adult. You are condemned to behave objectively. There are certain things that don't go again with you as a youth. So I am not a youth, Steve. Bon, il faut également dire qu'il y a certains parents qui, jusqu'à preuve de contraire, ne pensent pas et ne réfléchissent pas justement comme des adultes. Steve, in psychology, we say that there are young shoulders carrying old heads, and there are old shoulders carrying young heads. I think such type of parents that you are talking of are those with very old shoulders, but the head is quite young. In that case, bon, en tout cas, les téléspectateurs vont déclarer « Oh, il est fort que moi, je suis déjà vieux. » Vous voyez, j'ai gardé la barbe et puis, je vois, Steve, elle est blanche. Je continue pour dire que, oui. Comme je disais tout à l'heure, la jeunesse est un état d'esprit, une volonté bien trapée, plus d'audace que d'appréhension. C'est ça,
la jeunesse. Bon, finalement, vous avez dit, hein, de 7 à 77 ans, ça n'existe plus. Maintenant, c'est de 15 à 35 ans. Oui, mais ça, c'est la charte africaine. Ça, c'est la charte africaine qui définit ça. La jeunesse à cette tranche d'âge. C'est pas moi, c'est la charte africaine. Messieurs, puisque vous êtes là ce matin, c'est pour la revue de presse. L'information traitée par nos confrères de la presse écrite. C'est une nouvelle journée. Et sûrement, de nouvelles informations traitées par nos confrères de la presse écrite. La première partie en langue anglaise avec Mangue Vernasius. For this midweek edition, Wednesday, August 12th, 2020, we begin from the government-owned Cameroon Tribune. And the paper looks at what they focus on today is on the Supreme Court and the Special Criminal Court, with new appointments following the vast deployment of magistrates after the Monday Higher Judicial Council meeting, pointing out that the three high jurisdictions saw new faces while the Special Criminal Court was handed to a woman. On page 2 to page 3, the paper profiles these men whom the paper referred to as men of integrity. Fighting COVID-19 pandemic, the distribution modalities of funds placed at the disposal of state universities, Cameroon Congo Interstate University, and other higher institutions were defined yesterday in Yaoundé during a meeting chaired by the Minister of State, Minister of Higher Education, Professor Jacques Famdongo, as we read on page 11 of Cameroon Tribune. And the paper tells us that in Douala, Cameroon Tribune visited the Grand Mall, a commercial complex qualified as one of the largest in Central Africa, and the paper says the complex will soon go operational, indicating that it will be a promising business in the economic capital. We take the Guardian Post newspaper in today's edition that asks a mind-searching question. What did the Northwest benefit from Young's 9 long years as Prime Minister? Putting the question to some Anglophones from the region, the paper says Anglophones who have been Prime Ministers since 1992 and have absolute powers to decide what developmental projects go to where and who occupies which position have been a failure. Many say the region witnessed the worst form of underdevelopment, the absence of strategic positions of responsibilities, and admission into elite professional institutions, and many others. We read that in the Guardian Post newspaper today. Then still in the Anglophone regions, the paper says the United States Bar demands an urgent UN intervention to end the armed conflict in the Northwest and Southwest regions. And in this human interest story, a Cameroonian migrant arrested by Nigerian security agent with multiple Nigerian passports, and the paper tells us that he was arrested at the Cross River State in Nigeria. The Rambler newspaper looks at the CDC crisis, saying that they have pitied the beautiful feathers but forget the dying bird. The paper asks another question here. Are ghost towns invincible? Read page 5 of the Rambler newspaper for what they say on this issue. And on page 7, the paper says Cameroonian youths are slowly and steadily topping the scamming chart in Africa. L'Economie newspaper, looking at the youths and their socio-professional insertion, says there is a growing worry concerning them. While the world celebrates today an international day consecrated to this category of the population, supplementary measures should be taken by government to guarantee the future of the youth. Le Soir newspaper has an interest on the longevity of African heads of state in power, provoked by the action of Ivorian head of state to stand as a candidate for October's election in that country. The paper looks at the form of African democracy, shedding an African sociological and anthropological light on the issue that needs to be discussed, as we read on page 3 of Le Soir newspaper. Le Jour newspaper has as their major story today the concern on congenital malformation, taking an inquiry into medical centers of training in Cameroon 8 years after reforms were made in that sector. And the Mutation newspaper looks at the Economic Partnership Accord, telling us
that the fifth phase that was scheduled for August 4th, 2020 between Cameroon and the European Union has been suspended. On page 7, the paper says the government is doubting if custom revenue will drop within the context of the health crisis, which the paper says the accord has been infected by coronavirus. Out of Cameroon, the Punch newspaper in Nigeria says human rights groups and activities on Tuesday reacted angrily to the decision of an upper Sharia court in Kano, which sentenced a musician, Yahya Sharif Aminu, to death for blaspheming Prophet Muhammad, describing the penalty as anti-par, wondering how many corrupt politicians had been convicted by the Sharia court in Nigeria. In East Africa, the Daily Nation newspaper in Kenya takes the experience of a Kenyan student who arrived Beijing in China for the first time, and the student said the picture she had of the city and China in general was of traditional buildings and old men with long grey goatees as portrayed in movies. But what greeted her at the airport was modernization and well-shaven men in suits or jeans and t-shirts. Read the entire experience of this Kenyan student in the Daily Nation newspaper on a kiosk today. In Uganda, the Daily Monitor newspaper tells us that Archbishop Samuel Kazimba of the Church of Uganda has tasked the government of Uganda to ensure that St. Peter's Church at Ndemba in Kampala is reconstructed and termed it demolition as an act of barbarism and an attack on all Christians worldwide. The man of God warned that unless the demolishers repent, they will face a dark future. The New Times newspaper in Rwanda tells us today that for Radio France International and Human Rights Watch, lives of Rwandans don't matter as long as they humiliate their government. The paper says these institutions believe that they have the primary duty to protect Rwandans and not the government of Rwanda, following a report that was published recently by this radio in France. We go to South Africa with the Star newspaper that tells us why Gauteng finance boss quit, saying Health Department CFO linked to the 2.2 billion rand fraud and corruption scandal apparently threw in the towel to avoid criminal prosecution. We go out of Africa with the Guardian newspaper that writes that Labour leader warns of generation of risk in A-level chaos, insisting that minister in charge of education must change course before tomorrow's A-level results in England. We have details on page 7 of the Guardian newspaper. The I newspaper, on their part, in the same issue, says the A-level results overhauled gives students the right to choose. Steve, these are some of the information that we have from some African countries, some European countries, and from Cameroon. Merci pour toutes ces informations traitées par nos confrères de la presse écrite. D'ailleurs, ce matin, on va retenir la grande une de The Guardian Post qui s'interroge d'ailleurs à quoi auraient servi d'ailleurs les longues années, il faut le dire, de Yang Philemon à la tête, bien sûr, du gouvernement camerounais comme Premier ministre pour le Nord-Ouest. En tout cas, nos confrères s'interrogent et continuent encore à s'interroger à quoi aurait servi donc, eh bien, le long règne de Yang Philemon Nyundi à la tête, bien sûr, du gouvernement comme Premier ministre. For 9 years. Et 9 ans, pendant 9 ans. En tout cas, pour nos confrères de The Guardian Post, eh ben, ces longues années n'auraient servi absolument à rien. On va pas également oublier que The Punch revient encore et soulève le problème de la charia du côté du Nigeria. Et quelque part, on parle également de corruption, même si un musicien a écopé, il faut le dire, de la peine de mort. En tout cas, nous allons revenir avec vous dans un instant. Prenons maintenant la langue française avec Alain Jock. Commençons par le journal L'Action qui présente justement les nouveaux visages de la magistrature. Ils ont été intégrés justement dans le corps ou nommés à des nouvelles responsabilités. C'était lundi dernier au terme justement des travaux du Conseil supérieur de la magistrature, nous dit le journal
La même information est traitée par nos confrères de Cameroun Tribune qui nous fait savoir justement qu'à l'issue du vaste mouvement survenu lundi dernier après justement la réunion du Conseil de la magistrature, les 3 chambres de la haute juridiction ont vu arriver de nouveaux hommes à la tête. Le tribunal criminel spécial est désormais confié à une femme, nous dit le journal. Le journal essentiel du Cameroun trouve que la mention est bien pour justement les magistrats. Contrairement à la séance justement précédente, les assises au dernier Conseil supérieur de la magistrature n'ont enregistré aucun dossier disciplinaire. Longévité des chefs d'État africains, le journal Le Soir en parle avec justement la lumière sociologique et anthropologique africaine, l'actualité politique africaine portée par le revirement spectaculaire du président Alassane Dramane Ouattara, un revirement qui le conduit à accepter de se porter une fois de plus candidat aux élections présidentielles d'octobre prochain, laisse chaque intellectuel africain à s'interroger sur la forme de la démocratie africaine. Bien évidemment, il faudrait bien qu'on en parle, nous dit le journal Le Soir de ce jour. Le quotidien Mutation nous fait savoir à sa grande une que l'APE est infecté par le coronavirus. Prévu le 4 août, la 5e phase donc de l'accord du partenariat économique entre le Cameroun et l'Union européenne est suspendue. Le gouvernement camerounais redoute l'effondrement des recettes douanières dans un contexte des crises sanitaires. Cette crise sanitaire qui entraîne justement un chômage post-Covid et le péril jeune, note justement le quotidien Le Messager, alors qu'un plan d'urgence pour relancer justement la machine de l'emploi jeune, première victime économique de la pandémie, est en gestation. Patronat et syndicats multiplient les propositions, nous dit le journal. À la une du quotidien Le Jour, médecin, la malformation congénitale. Le journal fait une enquête dans des établissements de formation médicale du Cameroun, 8 ans après la réforme du secteur. Le journal fait également le portrait du gendarme tué à Finex. Il s'appelait Armel Liempeme. Il sera inhumé samedi prochain du côté de Bertois, dans la région de l'Est Cameroun. Le journal La Voix des Jeunes est en kiosque ce matin et parle justement d'insécurité routière. Bafoussam Fumbot, le nouvel axe de la mort. Le journal des Jeunes nous fait savoir que cet axe dans la région de l'Ouest Cameroun est le théâtre de plusieurs accidents avec au compteur plusieurs vies humaines perdues. Le quotidien de l'économie indique que l'inquiétude va grandissant chez les jeunes alors qu'on célèbre aujourd'hui la journée internationale consacrée à cette tranche de la population. Des mesures supplémentaires doivent donc être prises par le gouvernement pour assurer leur avenir. Tout de suite, direction au Gabon avec le quotidien L'Union qui indique qu'il ne faut rien lâcher concernant la Covid-19. Le pays a certes franchi, c'est depuis lundi, la barre des 8000 cas positifs au Covid-19, un seuil symbolique passé alors que la pandémie s'apprête à y entrer dans son 6e mois. Mais la tendance traduit une forme de maîtrise de l'épidémie observée ces dernières semaines qui se poursuit. Pour autant, pas question de céder au relâchement, nous dit le journal. Direction le Congo avec les dépêches de Brazzaville qui indiquent que l'état d'urgence sanitaire est encore prorogé de ce côté pour la 8e fois consécutive depuis la mise en place de la coordination nationale de gestion de la pandémie du coronavirus a justement recommandé aux autorités compétentes de reconduire toutes les décisions arrêtées en sa session du 24 juillet dernier, notamment la prorogation de l'état d'urgence sanitaire pour une nouvelle période de 20 jours à compter du 19 août prochain. En R de Congo, le courrier de Kinshasa présente la RDC à quelques jours de la reprise des vols dans le pays. L'heure est justement à une reprise progressive et contrôlée du transport aérien. L'autorité a tenu à s'acquérir des mesures sanitaires prises par les responsables de cette entreprise afin d'arrêter la propagation du Covid-19. Direction la France avec le journal Le Monde qui parle des géants du pétrole face à des pertes abyssales. Les 5 grandes compagnies pétrolières mondiales affichent 53 milliards de dollars de pertes nettes
pour le seul deuxième trimestre 2020. Le journal Le Figaro nous fait savoir cette controverse autour de l'annonce d'un vaccin par Vladimir Poutine. Selon le journal français, le président russe a fait don de son pays qui avait été autorisé le premier vaccin contre le coronavirus. Une déclaration prématurée et critique car toutes les phases de texte n'ont pas encore été passées, nous dit le journal. Terminons, Steve, ce matin avec le quotidien sportif L'équipe qui parle des quarts de finale de la Champions League entre le PSG et l'Atalanta Bergame qui se joue donc ce jour. Le journal dit allez simplement pour l'histoire. Voilà, Steve, les différents sujets traités par la presse ce matin. L'équipe, hein, apparemment, qui a la solde du Paris Saint-Germain. On peut le comprendre. Allez pour l'histoire. Oui, mais... L'histoire, c'est déjà écrit depuis longtemps. Non, je ne pense pas. Qui aurait cru que, justement, Lyon dominerait... Oh, ben, c'est pas la première fois que Lyon arrive en quart de finale de la Champions League. Il ne faut pas également penser que... Ça va être la première fois pour que le PSG traverse les épreuves des quarts de finale. Des quarts de finale. Oh ben, il n'est pas interdit de rêver, mais ne laissez pas votre rêve devenir votre maître. Non. Et pensez, soyez juste un penseur. Messieurs, revenons en tout cas sur la grande une de tous les journaux et quotidiens. Moi, le journal qui m'intéresse d'ailleurs ce matin, c'est le Guardian Post, hein, Mangue Vernachus, qui s'interroge sur le cas Yang Philemon Younji. Actually, Steve, when you read the Guardian Post newspaper, they highlight, you know, the 9 long years of power that the Prime Minister had, and they want to look at it, how beneficial that was to his region of origin first, before talking about Cameroon. And the paper tells us that, you know, at one time, President Paul Biya, during a visit in France, indicated that when Anglophones complain that they are being marginalized from appointment, they are being marginalized from occupying juicy positions in Cameroon, he is not comfortable with it. I mean, the president talking. He is not comfortable with it because from 1992, Anglophones have been prime ministers in Cameroon, and these Anglophones who are prime ministers, they have absolute powers in deciding who occupies which position within the government, who occupies which juicy position within the government setup, and they have the absolute power to decide which developmental project goes to which region in the country. But for all these whiles, they do nothing, and they, the very Anglophones, complain of marginalization. When the Guardian Post brings out the issue of young Philemon, who has been in position in Prime Minister for 9 years, when you X-ray his origin of the Northwest, yes. The paper tells us that when you look at it, you don't see any Anglophone in an influential position. They talk about the Bamenda Babaju Road that was abandoned within his tenure as Prime Minister. Alors que Yang Philemon avait justement le pouvoir d'arranger cette voie. He had the position. Le devoir même d'ailleurs. Yes, to make sure that road is started. And the road was abandoned when he himself was the Prime Minister. And the paper indicates to us that it is the only road that link his region of origin and the rest of the country. And he did nothing. Besides that, you don't see any Anglophones into any elite professional schools that you could boast of being admitted into that school thanks to Prime Minister Philemon Yang. So that's why the paper says when they ask the question to most Anglophones from the Northwest region, in Bamenda, in Douala, and in Yaoundé, most of these Anglophones who decided to be anonymous, to decided not to be mentioned, that they regret the 9-year stay of Philemon Yang. C'est quand même dur de dire quand même ils vont regretter justement. Of course, Steve, because they don't see any benefit. They don't see any benefit. And one thing that the paper highlights is that he had the power. He had the absolute powers to decide which developmental project. And finalement, the paper tells us dire que le journal veut nous faire comprendre que tous ceux qui sont passés, justement tous ces anglophones qui sont passés comme chef du gouvernement camerounais n'ont absolument rien fait dans leur région. Je prends le cas par exemple de Peter Mafane Mousongo ou encore Achille Achou. Those are people you are citing. Achille Achou, Peter Mafane Mousongo, the other one who is in prison. These are Anglophones. But then Anglophones keep complaining of marginalization. What did this head of government, what did they do? Because they had, when you listen to what the president is saying, they had the absolute powers to decide which developmental project should take place in their regions. But they did nothing. So what the Guardian Post is telling us today is that
let us stop complaining, because we are our very problems. Donc il faut arrêter de se plaindre parce que quand même, en réalité, je dis toujours que ils ont l'impression d'être marginalisés parce qu'ils ne comprennent pas les bas-fonds de nos villages. Parce que je le dis toujours, les autres ne connaissent pas ce qui se passe ailleurs. C'est pour ça que les autres pensent qu'ils sont marginalisés, mais ils ne sont peut-être pas marginalisés. Parce que lorsque vous arrivez dans des zones anglophones, vous allez trouver le développement. Mais je vous assure que si vous arrivez dans la région du centre, là où le siège des institutions républicaines, vous allez peut-être vous étonner. Donc, c'est juste une impression que les gens ont. Maintenant, pour revenir, d'abord, il faut dire qu'un ministre, parce que c'est ça qu'on a dans nos têtes, un ministre est un ministre de la République. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on arrête cette affaire-là où mon frère est en haut, ma vie va changer. En tout cas, pour le Guardian Post aujourd'hui, il fallait quand même faire quelque chose. Oui, mais en réalité, là, je suis d'accord. Je peux être d'accord d'une manière, parce que lorsque le président de la République fait la redistribution des cartes, c'est-à-dire dans chaque région, dans chaque communauté, c'est pour dire que celui-là qu'il a choisi doit faire quelque chose pour sa communauté. He should represent his community. Voilà, il représente la communauté et en ce moment, il doit faire quelque chose pour cette communauté. Yes. Et donc, si vous passez quand même 9 ans sans rien faire, mais non plus, on ne peut pas aussi dire sans rien faire parce qu'on ne sait pas tous les projets qui ont été initiés. Il y a quand même eu des projets on ne peut pas savoir qui a implémenté, qui a fait en sorte que... The Guardian Post says the Northwest witnessed the worst development within this 9 months. Monsieur, en tout cas, on parle pas 9 months, hein? 9 years, il faut bien préciser. 9 years, actually. En tout cas, pour The Guardian Post, il n'a absolument rien fait. Actually. Même si je ne suis pas très d'accord. Oui, mais ça, c'est une opinion. That's what the paper thinks. Not the paper, Steve, because when you read what the Guardian Post says, they decided to discuss the issue with some Anglophones from the Northwest region. And this is what these Anglophones are saying, that they don't see any benefit. Vous savez, il y a quelqu'un, un de nos panélistes, qui est arrivé jusque dans le nord-ouest, plus loin encore, vers la frontière avec le Nigeria. Et quand il est arrivé là-bas, il a trouvé qu'il y avait l'électricité partout. Mais vous savez ce qui se passe dans la zone qui produit l'électricité au Cameroun? C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'impression que vous avez quand vous êtes marginalisé. Mais si vous arrivez... Je ne sais pas si le chef de l'État regarde souvent, mais je lui dis clairement, il n'y a pas un seul lampadaire, il n'y a même pas la route. Et je vais vous dire autre chose également. L'ancienne route qui mène là-bas, il y a 2 billes de bois sur la Sanaga. Donc ça signifie que si vous avez besoin de traverser, il faut qu'on attache une corde à la voiture et qu'une personne traverse. Je ne sais même pas si une personne peut tirer à lui sur une voiture. Donc, allez savoir justement ce qui se passe. Steve, but the Bible tells us that to whom much is given, much is expected. Ok, si vous dites qu'on a beaucoup donné et que on ne nous a absolument rien donné, bon, tant mieux pour vous. Longévité des chefs d'État africains, eh bien, le soir fait la lumière sociologique et anthropologique africaine. Oui, absolument. Je me souscris depuis un certain moment, celui qui pensait que, justement, la démocratie est un leurre pour l'Afrique. C'est Jacques Chirac qui le disait. Hein. Jacques Chirac, il a peut-être raison, parce que nous avons, les Africains ont une autre perception de la démocratie. Et il ne faut pas que qu'on se mente, parce qu'on voit de plus en plus que la démocratie à l'européenne ne nous permet pas, justement, d'être dans ce rythme-là. Parce que eux, ils pensent que si vous faites quand même 8 ans ou bien 10 ans, c'est bien pour vous et vous pouvez maintenant dégager le plancher pour une autre personne. Par contre... Ben, je vais vous dire une chose, hein, Alain Diok, si vous pensez comme ça, vous avez encore du mal à comprendre certaines choses. On prend les mêmes et on recommence. Oui, absolument. Il y a une chose que vous devez savoir depuis la nuit des temps. C'est pour ça que je dis que... Dans tous ces pays occidentaux, il n'y a que 2 partis politiques qui s'échangent le one-man show. Absolument. Et je peux vous assurer une chose simple, c'est le même et unique parti politique. Même si on vous joue à pile ou face, démocrates, républicains. Oui. Mais il faut dire cela aux Africains. Travaillistes, conservateurs, socialistes, de droite ou de gauche, c'est un one-man show extraordinaire. Il faut donc dire ça aux Africains qui vous suivent. Et parce que je suivais, il y a une émission ici qu'on appelle La vie du peuple, je suivais des gens qui disaient des choses extraordinaires. Mais ils ne comprennent, il y a certains qui ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Mais nous sommes en Afrique. Si nous sommes en Afrique et nous pensons qu'il y a certaines personnes, parce que ce qui est important, c'est la bonne gouvernance. Ce qui est important, c'est la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, c'est quoi? C'est que même celui qui est le plus reculé là-bas doit avoir la route.
Puisque si vous avez la route, le développement suit. Les écoles, les routes, les hôpitaux. C'est ça. Vous avez, dans l'arrière-pays, vous avez aujourd'hui, il n'y a pas de route. Or, il y a de la nourriture dans l'arrière-pays. Comment on fait pour que ça arrive dans une ville comme Douala? C'est très compliqué. C'est compliqué, c'est vraiment très compliqué. Le régime de plantain à Douala, ça coûte extrêmement cher. Or, on va dire qu'il n'y a pas la nourriture, il n'y a pas ceci. Il y en a dans les bas-fonds du pays. Mais comment on fait pour que ça arrive à Douala? Donc, c'est très compliqué. Il faut donc la bonne gouvernance. Tout ce que les gens veulent, c'est la bonne gouvernance. Voyez ce qu'on a fait en Libye. Les gens qui étaient bien, on leur dit, écoutez, s'il n'est plus là, vous allez vivre plus bien que ça. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, la Libye est un pays. Si on parle... Vous pensez que c'est un pays? C'est pas un pays. Je lui pose la question. Juridiquement, c'est pas un pays. Donc, je pense qu'il faut que les gens essayent de faire très attention avec ce que nous voyons de l'extérieur. Messieurs, terminons rapidement. Et puis, il faut également dire que le Cameroun Tribune s'est intéressé, en tout cas, à la chambre de la Cour suprême, et sans oublier le TS, au tribunal criminel spécial, avec les nouveaux patrons. Et d'ailleurs, le journal fait, il faut le dire, comme ça, la description, pour ne pas dire le portrait de ces patrons qui sont arrivés justement à la magistrature suprême. Je suis très d'accord et je suis très content d'une chose, c'est que c'est une femme qui prend les rênes du tribunal criminel spécial. Vous savez, j'aime bien les femmes qui dirigent, parce que la femme a une autre façon de diriger. Les femmes ne sont pas comme des hommes, les femmes sont un peu maternelles, les femmes savent gérer des choses. C'est vrai qu'elles ont, oui, les femmes. Il y a des gens qui vous regardent, qui vont vous dire que les femmes n'ont pas besoin d'être commandées par les femmes. Oui, je vous dis que les femmes ont certaines limites. Certaines limites qui sont les limites physiologiques, mais je vous dis que la femme, dans la gestion de la cité, si on avait des femmes dans nos différents pays, on n'en serait pas tout le temps dans les guerres. Messieurs, et tout ce que nous voyons. Merci beaucoup. Il y a des guerres en tout cas qui méritent d'être menées. Il faut préciser également qu'hier, du côté du Premier ministère, il y a une décision qui a été prise d'ailleurs par le chef de l'État, Paul Biya. Le public est informé sur très haute instruction du chef de l'État camerounais, Paul Biya. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a signé d'ailleurs le décret numéro 2020/30. 939-00 Premier ministre 6 août 2020 portant retrait du décret numéro 2020/3216 PM du 14 juillet 2020 portant classement, il faut le dire, au domaine privé de l'État d'une portion de forêt de 68 385 hectares constituée en unité forestière d'aménagement dénommée UFA 07006 située dans les départements du Nkam et de la Sanaga-Maritime dans la région du littoral. Par ailleurs, le chef de l'État a ordonné de surseoir à la procédure de classement de la portion de forêt de 65 067 hectares, en tout cas située dans le département du Nkam est constitué en une unité forestière d'aménagement dénommée UFA 07005. Donc il faut préciser par ailleurs que, eh bien, du côté du Nkam, les bananes peuvent respirer et surtout les bassins du côté de la Sanaga-Maritime peuvent également respirer. On espère tout simplement que du côté de la vallée du Ntem, là encore, on va pouvoir respirer, même s'il faut préciser par ailleurs que certains de nos confrères, comme par exemple Génération Libre, nous parlent de scandale foncier dans le sud, le nom collectif de la vallée du Ntem. Oui, actuellement, dans les villages, on le sait, il y a toujours, on n'est pas toujours ensemble. Ça dit qu'il y a des gens, parce qu'ils appartiennent à certains partis politiques, et donc, en réalité, ils doivent être bien vus par ces partis politiques-là. Mais maintenant, autre chose, je crois que nous sommes dans un pays où les gens sont nés avant la honte. Les gens sont nés avant la honte. Vous ne pouvez pas être un ministre de la République. Oui. Vous prenez une décision et le chef suprême, c'est-à-dire le président de la République, vient vous le dire. Ça veut dire qu'il y a problème. En réalité, si on était dans un pays où les gens savent ce qu'on appelle la démission, en ce moment, on démissionne. On démissionne. On ne peut pas s'amuser comme ça. C'est-à-dire prendre une décision et puis le chef de l'État qui revient vous dire que monsieur, ce que vous avez pris, c'est une décision, puisque lui, tout ce qu'il veut, c'est la paix. Le chef de l'État, tout ce qu'il veut, c'est de la paix. C'est pour ça que vous voyez, les gens ont même peur de prendre certaines décisions. Parce qu'ils savent que, écoutez, vous pouvez prendre une décision et puis le matin, le lendemain, on vous dit, monsieur, ça ne contente pas le chef de l'État. Donc, les ministres, il faut que en réalité... Oui, vous avez une réaction, allez-y, vous pouvez réagir. Yes, Steve, I was, when I listened to that, the decree, signed, that presidential decree, I was asking myself, if government action in this country is coordinated, is it that somebody sits and decides what to do, or do they really have, is the government of Cameroon really having a program to follow
because I feel that the government is dispersed. I feel that the government operates maybe at their own whims. Members of government operate at their own whims and caprices. Because I don't understand how the Prime Minister, it was signed, the decree was signed this year, and the head of state comes back this year to cancel the decision. So was the head of state not consulted? Who decided that something concerning land in the country? It was not a simple appointment that you say the Prime Minister decided to appoint this, appoint this. We are talking of apportioning hectares of land to foreigners in this country, and you discover that the head of state would come back to cancel it, which means he was not informed, he was not aware. And from this, we can also draw another line to say that many of such conflicts that we have in this country maybe are being done, without the knowledge of the head of state. And then I tend to ask the question, how coordinated is the government? How coordinated is government action? Is it that we just decide and act and just inform the head of state, or the head of state becomes aware of our actions, or do we really consult? Is there any program that this is what the government is doing in Cameroon? Messieurs, terminons rapidement, puisque dans un instant, nous allons entrer dans le débat. L'œil du Sahel, ces ministres qui sont retournés à des postes de subalternes. C'est d'ailleurs la grande une de l'œil du Sahel ce matin. Alors, vous imaginez un peu, ils ont été ministres dans le gouvernement camerounais, malheureusement, ou alors heureusement pour eux, ils sont rentrés maintenant pour être des subalternes. Vous imaginez, un matin, vous étiez chef, et subitement, vous êtes un employé aussi simple que ça. Steve, it is not only about ministers, it is not only about ministers. I think there is something when we are talking about this decentralization issue in Cameroon. You discover that people who go out and work, maybe they have been directors, they have been ministers, and when they go on retirement, they come back to their villages, they come back to their municipalities, there they become mayors, there they become head of this, head of this. I think that once you are retired, you should be retired. Because you should not be retired from government and then you come back and you assume function. If we really want to talk about, these youths, remember today we are celebrating the International Day de la Jeunesse of the Youth. And when we talk about the youth, I tend to ask myself, do youth in this country, have a future? Like Economy newspaper was asking. Do they have a future? Like Le Messager newspaper was asking. Because when you look at it, you tend to ask yourself, these old people who are coming back, after working, after saving, you come back and you occupy another function again in the administration of your municipality or of the country. Let us give way. Once you reach a certain age according to the setup, you are tired, Steve, you should go. And let the youth come up. En tout cas, pour vous, il faut donner la place aux jeunes. Of course, they should. Moi, je pose la question de savoir, quand il dit qu'il faut donner la place aux jeunes, pourquoi les gens ont si peur d'aller en retraite chez nous? That is the problem. Parce qu'ils se sont donné une mauvaise perception de la retraite. Pendant que dans d'autres pays, la retraite est une période où on peut être bien, on se calme, et puis les gens deviennent même des experts en plusieurs domaines. On développe une expertise de catabolisme et tout ce que vous voulez, et les gens ne veulent même pas aller parce qu'il faut pas également oublier certains détails de leur vie. La retraite est une sanction pour eux. Non, écoutez, il y a certaines personnes qui ont travaillé durant toute leur vie, ils n'ont pas construit de maison. Il y a des personnes qui ont travaillé durant toute leur vie, ils ne savent même pas comment rentrer au village. C'est pour ça que je vous dis qu'ils ont fait une mauvaise perception de la retraite. C'est-à-dire que lorsque vous êtes because they were poorly paid, Steve, I don't think so. La retraite. No, Steve, it's not a question of poorly paid. It is a question of poorly managed. Steve, you cannot work for 20 years and you tell me that you could not be able to economize your salary and working within the state setup in Cameroon. You cannot tell me that you could not be able to economize your salary and construct. Je ne parle pas de ceux qui parlent toujours, qui travaillent dans le gouvernement. Il y a pas mal de personnes qui travaillent dans le privé. Vous également, vous allez voir votre salaire. Ça peut vous permettre de. Non, là, on parle de la fonction publique. Vous savez ce que l'État avait planifié. Vous savez ce que l'État avait planifié avant. Avant, l'État avait planifié ceci. C'est-à-dire, on avait construit le logement de la SIC. Pourquoi? C'est-à-dire que les fonctionnaires d'une certaine catégorie pouvaient rester là pendant 10 ans seulement. Okay. C'est-à-dire, vous restez là pendant 10 ans. Et on estimait qu'après 10 ans, vous débarrassez le plancher, les nouveaux fonctionnaires vont également... Tout ça, ça permettait simplement que ça puisse vous donner le temps de vous construire, de trouver des moyens pour vous construire. To settle.
Donc ça veut dire que l'État lui-même prévoit la retraite. Or, ceux-mêmes qui sont en train de travailler ne prévoient pas la retraite. Messieurs, je vous dis merci d'avoir été là ce matin. On ne va pas également oublier la grande une de mutation qui nous fait d'ailleurs savoir un coronavirus d'APU infecté prévu pour le 4 août dernier. La 5e phase de l'accord de partenariat économique entre le Cameroun et l'Union européenne est suspendue. Le gouvernement redoute aujourd'hui l'effondrement des recettes douanières dans un contexte de crise sanitaire. En tout cas, l'information, vous la lirez dans les colonnes de mutation ce matin. Tous ces journaux et quotidiens, vous n'avez qu'à les retrouver en kiosque ou encore sur votre marchand de journaux. Ils ne coûtent que 400 francs. Et parfois, même sur le continent africain, il y a certains journaux qui coûtent 300 francs seulement. Merci, messieurs, d'avoir été là ce matin. Alain Dior, je vous dis merci. Je vous en prie. Je vous dis merci également d'avoir été là ce matin. Passez une bonne journée. On se retrouve forcément demain matin, s'il plaît à Dieu, pour une nouvelle édition de DBS Matin. C'est aujourd'hui, c'est le 12 août de l'an de grâce 2020. C'est la journée internationale consacrée à la jeunesse. Et la jeunesse, d'ailleurs, elle est surtout sur ce plateau encore ce matin. En attendant, messieurs, que les autres invités arrivent. D'ailleurs, ils sont en train de passer au maquillage. Eric Pepabikaï, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à nos milliers de téléspectateurs, surtout bonjour à la grande maison d'IBS, notamment à l'ensemble des techniciens qui s'activent au quotidien pour que nous ayons, une bonne qualité d'image et en deux, une bonne qualité de production. Merci d'être là ce matin. Vous êtes jeune, parce qu'aujourd'hui c'est la journée internationale de la jeunesse. Oh, cette définition de jeunesse est assez, assez complexe. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une belle chanson de Michel Sardou, qui dit, si je ne me trompe pas, qui définit la jeunesse comme étant une tranche d'âge entre 7 et 77 ans. On parle bien sûr des amoureux et que le cœur était disponible à aimer jusqu'à 77 ans. Voilà, je pense que c'est cette définition qui s'y avec un certain nombre de concepts que nous retrouvons dans notre pays en Afrique. Mais en réalité, il y a d'autres définitions qu'on peut coller à la jeunesse, notamment celle de l'OIT, qui dit qu'on est jeune de 0 à peut-être 31 ans ou 35 ans, si je ne me trompe pas. Bref, il y a également... la jeunesse, ce n'est pas toujours une affaire de vitalité, c'est parfois une affaire de tranche d'âge. Une affaire de tranche d'âge. Voilà. Bon, ben, j'espère quand même que vous n'allez pas dire que vous êtes vieux. Non, je suis jeune. Ok, si vous déclarez quand même que vous êtes jeune, c'est tant mieux. Okay, c'est une bonne chose. Du moins, ça se voit au faciès. Hein. Ça se voit au faciès. Au faciès. Oh, d'accord, bon, ça signifie que nous sommes bien vieux. Alors. Ça, il faut que je le dise clairement, aussi clairement que ça signifie que nous sommes vieux. Patient Pafendom est également là ce matin. Patient Pafendom, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à Pépin Bekaï. Et bonjour à nos nombreux téléspectateurs à travers le monde, au fan club d'IBS La Matinale, nos valeureux techniciens à qui nous cessons de dire merci et beaucoup de courage dans cette nouvelle odyssée qui continue son ascension vers les firmaments de l'audimat. Et vous également, c'est aujourd'hui la journée internationale de la jeunesse. Ah, ça honnêtement. Hein. Vous n'étiez pas au courant de ça? Non, je n'étais pas au courant. Peut-être parce que la célébration, vraiment dans ce sens, sur le plan national, ouais, peut-être Covid, parle pas beaucoup. Peut-être Covid oblige, mais on a l'impression... pourtant, il y a eu des manifestations dans le monde. Il y a eu des manifestations. Oui, on a l'impression que, bon, ou bien alors, c'est parce que vraiment notre jeunesse, elle est complètement désemparée. Oui, ça se voit aussi. L'avenir étant ce qu'il est dans notre pays, mais surtout en Afrique, les jeunes ont l'impression que bon... Ils ont été oubliés. C'est eux qui sont passés à la trappe. Et justement, nous en parlerons ce matin, ça il faut le préciser également. Afrique politique, la jeunesse africaine réclame la parole et surtout les décisions. C'est le thème choisi d'ailleurs ce matin pour que nous puissions en parler. Mais avant d'ailleurs d'entrer dans le vif du sujet, je vais prendre quelques messages que nous avons reçus hier. Bonsoir chers panélistes, pour vous discuter d'un sujet qui me paraît très intéressant. Je traite d'un sujet similaire pour une thèse en géographie. Les questions foncières sont vraiment une bombe à retardement. Elles sont source de jeux, d'enjeux et des logiques des acteurs. Il s'appelle Sanda Zabeiro depuis Niamey au Niger. Merci en tout cas pour cette, il faut le dire, hein, merci pour cette réaction. Merci à vous et à Monsieur Kouyaté. À très bientôt pour le panel pour parler du Togo, un pays où tout est permis. Ne vous inquiétez pas, nous parlerons du Togo dans les jours à venir et nous vous ferons justement signe. Bonjour mon média, quelle est la nouvelle chez vous? Hervé depuis Lomé au Togo. Eh bien, toujours Côte d'Ivoire, candidature de Ouattara. Les jeunes de l'opposition appellent à des marches éclatées le jeudi prochain pour soutenir la société civile. Merci en tout cas pour cette information. Même si la personne ne nous a pas donné son nom, vous savez que du côté de la Côte d'Ivoire, même quand ils appellent, même quand ils écrivent, ils préfèrent utiliser un pseudonyme à la place de donner leur vrai nom. Parce que lorsque vous donnez votre vrai nom, finalement, vous vous retrouvez
en danger. Merci en tout cas pour ces réactions. Occasion pour nous en tout cas de vous avoir ce matin. Vous pouvez également réagir toujours par WhatsApp au 667 64 57 57. Tout de suite maintenant, voici le débat. Aujourd'hui, nous célébrons la Journée internationale de la jeunesse. Le thème de cette Journée internationale de la jeunesse 2020, l'engagement des jeunes pour une action mondiale, vise à mettre en évidence la manière dont l'engagement des jeunes au niveau local, national et mondial enrichit les institutions et les processus nationaux et multilatéraux. Ce thème vise aussi à tirer les leçons sur l'amélioration de leur représentation et leur engagement dans la politique institutionnelle formelle de leur pays. Alors que l'ONU célèbre son 75e anniversaire et qu'il ne reste plus que 10 ans pour faire du programme de développement durable une réalité pour tous, la confiance dans les institutions pour tous, dans les institutions publiques, s'érode au niveau international. Dans un monde de plus en plus polarisé, le système international de gouvernance traverse actuellement une crise de légitimité et surtout de pertinence. Cette crise est enracinée dans la nécessité de renforcer la capacité du système international à agir de concert et à mettre en œuvre des solutions aux défis et menaces pressants tels que certains conflits actuels ou des urgences humanitaires, mais aussi certains défis mondiaux tels que la pandémie de Covid-19 et les changements climatiques. Permettre également l'engagement des jeunes dans les mécanismes politiques formels, accroît aujourd'hui l'équité des processus politiques en réduisant les déficits démocratiques, contribue à des politiques meilleures et plus durables et a également une importance symbolique qui peut contribuer davantage à restaurer la confiance dans les institutions publiques. Le thème de cette année cherche ainsi à mettre en lumière l'engagement des jeunes à travers ces 3 volets. Le premier volet, c'est un engagement au niveau local et ou communautaire de chaque nation, de chaque pays. Le second volet, un engagement au niveau national, formulation de lois politiques et mise en œuvre. Et bien sûr, le troisième volet, un engagement au niveau mondial. Pendant ce temps, sur le continent africain, on note tout simplement que lorsqu'on a besoin d'un suffrage justement à la magistrature suprême, on se dirige justement vers les jeunes. Mais dès que les campagnes sont terminées, la jeunesse est oubliée. On parle également aujourd'hui d'insertion professionnelle. C'est la même jeunesse qui descend dans les rues pour réclamer à corps et à cri la parole, à corps et à cri la démocratie, à corps et à cri l'emploi. C'est la même jeunesse qu'on utilise comme des chairs à canon. C'est la même jeunesse qu'on utilise tout simplement comme étant l'occasion de dire le fer de lance de la nation. Mais fer de lance de la nation qui ne fait absolument rien, puisque cette jeunesse ne travaille pas et n'entre pas dans le gouvernement, n'entre pas parfois même dans les politiques du gouvernement. Voilà pourquoi nous nous interrogeons ce matin. Afrique politique, la jeunesse africaine réclame la parole et surtout les décisions. Pourtant, on le sait très bien, dans les années avant les indépendances, ce sont les jeunes qui se sont battus corps et âme pour donner, il faut le dire, la liberté, l'indépendance à leur nation. Patient Parfundo. Je pense que c'est un sujet extrêmement important, d'autant plus que nous sommes dans un continent où les statistiques qu'on nous donne donnent à penser que l'Afrique est un continent jeune. Oui. Nos pays ont des moyennes d'âge qui frisent souvent 20 ans. C'est quelque chose d'exceptionnel dans le monde. Et ça veut dire que nous sommes un continent d'avenir. Quand vous avez la jeunesse... Hier, on parlait de nos villages. Quand vous êtes dans un village où il y a de la jeunesse, ça veut dire que c'est un village dynamique, un village qui a de l'avenir. Alors, si dans un pays, vous avez de la jeunesse, et en grand nombre, que c'est cette jeunesse-là qui constitue, j'allais dire, la frange la plus importante de votre population, cela veut dire que vous avez des possibilités d'aller de l'avant. Si on peut faire un paradoxe, aujourd'hui avec l'Occident, vous avez l'antisme de l'Occident. Malgré tous les décisions, les mesures, les discours, les idéologies qui sont développées contre l'immigration, en réalité, l'Europe et l'Occident ont besoin de l'immigration des pays du Sud. Pourquoi? Parce qu'ils ont une population vieillissante. Et une population vieillissante avec des systèmes sociaux qui donnent la part belle
à ces retraités qui ont travaillé, certes, pendant qu'ils étaient encore des actifs, et qui ont droit à une retraite méritée. Mais pour encadrer ces actifs déjà retraités, qui sont d'un certain âge, il faut qu'il y ait d'autres forces qui travaillent, qui puissent continuer de produire pour soutenir ce mode de développement et ce mode économique et social. Or, on le voit par exemple paradoxalement avec l'Europe. L'Europe est vieillissante. Sa population est vieillissante et elle a besoin de nouveaux bras pour maintenir ce niveau de développement qui a été le leur pendant de longues décennies. Alors, l'Afrique, par rapport à tout cela, quel est le problème de fond? Le problème de fond n'est pas seulement sur le plan politique. Parce que, maintenant, attention, je préfère quand même faire un distinguo. Ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on est forcément sur le plan politique le plus apte à conduire les affaires d'un pays. A contrario, ce n'est pas parce qu'on est vieux qu'on est forcément actif. Non, la personne dont la mise indiquée pour conduire les affaires d'un pays. Ce que nous dénonçons, c'est le fait que de plus en plus, nos États, dans leur organisation fêtière, au niveau du sommet, sont constitués de plus en plus des gens qui, normalement, devaient faire valoir leur droit à la retraite depuis très longtemps. Quand c'est quelques individus, ça peut se comprendre. Mais quand c'est la majorité obèse de tout un gouvernement, de toute l'administration d'un pays, qui est constitué des gens qui ont entre 70 et 80 ans, ça pose problème. Parce que même du point de vue de l'innovation, sentir, n'est-ce pas, la direction dans laquelle le monde est en train de basculer, ça leur pose beaucoup de problèmes. Alors, la seule explication qu'on essaie de donner, c'est l'expérience. On dit, ah oui, vous savez, nos pays ont des problèmes, on veut des gens qui ont un peu d'expérience pour essayer de maîtriser toutes ces contradictions qui se dynamiquent, n'est-ce pas, qui traversent nos pays, dont il faut des gens d'un certain âge. Alors que, quand on regarde très bien, au début des années 60, avec les indépendances, la plupart de ces gens qui sont encore aux affaires aujourd'hui, c'est eux qui ont été appelés à diriger le pays. Oui. Les gens l'oublient. Ils l'oublient beaucoup. Dans ce pays, il y a des gens qui ont été ministres à moins de 30 ans. Ministres à moins de 30 ans. Marseille Yondo, par exemple. Bon, non, je peux citer, au-delà de Marseille Yondo, il y a plein de noms. Et ils étaient aux affaires à des postes clés. Quand vous êtes ministre... Le chef de l'État camerounais également, il ne faut pas également l'oublier. J'allais chuter par lui. Quand vous êtes ministre des Finances à moins de 30 ans, c'est un problème. Vous voyez, ça veut dire qu'on a confié cette responsabilité à la jeunesse. Mais pourquoi? Parce qu'en réalité, ceux qui sont venus aux affaires après l'indépendance, c'était les jeunes étudiants qui rentraient fraîchement de l'Occident. Oui. Des gars qui avaient été brillants, qui ont eu des bacs à 19, 20 ans, et on avait des gens qui étaient des docteurs presque à 25, 28 ans, donc c'est eux qui ont pris des affaires à main. Les Niak Difendi, tous ces noms-là, c'était des gars qui étaient jeunes, vraiment capables d'impulser un développement. Chemin faisant, n'est-ce pas, cette génération s'est agrippée au pouvoir. Elle n'a pas su tisser le passerelle, elle n'a pas su, à un moment donné, passer le témoin à une jeune génération qu'ils avaient formée. Vous me direz que oui, on a fait confiance à des jeunes, les 3 cas se retrouvent aujourd'hui à Kondengui pour des questions de malversation financière. Mais les malversations financières sont le fruit de l'incapacité de l'État à pouvoir mettre en place une certaine discipline sociale, morale, etc., pour que les gens ne se donnent pas à cœur joie en tapant dans les caisses de l'État. Donc c'est l'État, en réalité, qui est responsable de ce qui s'est passé après. Donc cette jeunesse-là, elle a envie de faire des choses. Mais pour que cette jeunesse-là soit capable de faire ces choses-là, il faut qu'on organise le pays autrement. Qu'on ouvre des perspectives d'avenir pour cette jeunesse. Qu'on leur donne la possibilité de pouvoir s'expliquer. J'aime à dire que vraiment, que sans faire fleurisse, n'est-ce pas, qu'on laisse exploser le génie qui est en eux. Et le génie, il y en a. Hein. Le génie, il y en a. On a vu encore avec le Covid-19 ce qui s'est passé sur le continent africain. De toute façon, je ne parviens pas à comprendre une chose. Si nos aînés qui sont aux affaires aujourd'hui pensent que eux, ils ont apporté quelque chose à la nation à leur temps, pourquoi peuvent-ils, en confisquant le pouvoir, penser que les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas en capacité de faire quelque chose? Moi, je ne comprends pas. Donc, j'insiste là-dessus. La question ici n'est pas une question d'âge. C'est une question de capacité à impulser le changement qu'il faut. Or, la plupart des jeunes dont on fait la promotion, on connaît le type de jeunes qu'on fait là. Ce sont des larbins, ce sont des bénibibis, ce sont des lécheurs de bottes dont on fait la promotion. Ceux qui sont en rupture
avec soit le discours officiel, soit la politique officielle, soit l'établissement officiel, mais qui ont un know-how, qui ont un savoir, qui ont une volonté, n'est-ce pas, de tout faire pour contribuer à apporter les petites pierres et des fils, ils sont écartés. C'est pour ça que quand vous allez voir aujourd'hui, grosso modo, dans nos pays, surtout les pays dits francophones, le discours doit être un discours bien arrondi. Vous savez, si vous n'êtes pas dans le politiquement correct, vous êtes complètement écarté. Ceux qui sont aux affaires, ceux qui sont acceptés, c'est ceux-là qui sont dans le politiquement correct. Et cela est valable. On peut le dupliquer sur le champ politique, comme sur le champ économique, comme sur le champ social. Parce que le politique régentant tout, et nous sommes dans des conditions politiques où, en réalité, l'appareil politique cerne complètement l'ensemble, n'est-ce pas, du périmètre à la fois social et économique. Ça fait donc que si vous voulez percer, il faut être complètement à genoux devant ces gens-là, à la botte de cette oligarchie qui dirige le pays. C'est ça qui, à mon sens, qui coince et qui donne l'impression que nous sommes dans l'incapacité d'avancer. J'entends souvent les gens dire, oui, vous les Africains, vous les Camerounais, vous bavardez beaucoup, il faut travailler. Mais pour travailler, il faut que les gens aient la possibilité de travailler. Il faut des opportunités. Quand vous n'avez pas la possibilité de travailler, qu'est-ce que vous allez faire? Moi, je me souviens, j'ai dirigé une petite entreprise qui a fait dans les télécoms. Nous faisions dans les déploiements à l'époque. J'ai vu les jeunes travailler. À partir du moment où ils savaient qu'à la fin du mois, ce qu'ils gagnaient pour lui permettre de s'épanouir et s'assumer et être au service de sa famille. Ces jeunes bossaient comme des démons 24 sur 24. Et dans des domaines très techniques où on n'avait même pas en réalité suivi une formation très pointue. Je les ai vus à l'œuvre. Alors je me suis dit, de quoi on parle? On parlait justement encore de nos villages. Je regardais dans nos villages. Moi, je me souviens de mon fait papa, de son épouse. Bon, nous, on a grandi ici, mais de temps en temps... Allez au village. Mais ce que j'ai vu était ahurissant. Les gens partent de leur domicile à 6 h du matin pour revenir à 17 h. Sauf que quand vous avez fait une cacaoyère qui produit et qu'il n'y a pas de route pour dégager le produit de votre sueur, finalement, les gens sont découragés. Et quand ils sont découragés, qu'est-ce qu'on leur offre? On leur offre des sachets de Kitoko qui sont produits par des... Non, c'est ça le problème. Pour annihiler complètement tout leur espoir. Et les gens qui étaient des gens de valeur finissent par se convaincre qu'ils ne sont que des rebuts de la société. Donc, c'est ça le système dans lequel on organise les choses de telle manière que cette jeunesse finit par perdre ses moyens, finit par perdre confiance en elle-même, et soit une jeunesse où vous avez un fils qui a un bac, qui ne parvient plus à continuer, vous dites, bon papa, moi, achète-moi une moto. Je dis, c'est pour faire quoi? Il dit, moi, je veux conduire la moto pour être indépendant. Je dis, c'est pas possible. Alors qu'à notre époque, les gens ambitionnaient de voir quelqu'un qui les tient la main pour poursuivre les études, pour être dans des secteurs productifs plus tard. Ce n'est plus le cas. Donc j'estime que la jeunesse, surtout africaine, celle d'aujourd'hui, elle est complètement sacrifiée. Et c'est pour cela que vous voyez les gens qui prennent le chemin de l'exil, ils traversent les déserts, et la Méditerranée en est une grande expression de ce grand cimetière à s'élever avec cette hypocrisie internationale. Mais maintenant, il faut aussi quand même interroger l'Occident. Il faut interroger l'ONU, qui pond tous ces thèmes à longueur d'année, alors qu'elle-même a contribué à maintenir ce système inégalitaire sur le plan mondial, qui oblige les décideurs de la périphérie ici chez nous de mettre en place, à implémenter ces politiques qui sont contre la jeunesse, qui organise un véritable génocide contre cette jeunesse. C'est ces institutions sur le plan international, c'est cette ONU-là qui le permet. Sinon, expliquez-moi un peu. On crie, je prends un thème simple, pour vous montrer la cupidité, le cynisme, n'est-ce pas, des bien-pensants de la communauté internationale. On nous parle depuis un certain temps de réchauffement climatique. OK? On dit non, on a fait les COP 21, les COP 1000, les COP machin. Mais vous et moi, quand nous sortons dans la rue, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons un balai incessant. Des billes de bois. N'est-ce pas? Des grumiers qui transportent des grumes. On se pose la question, mais en fait, on est en train de combattre quoi? Qu'est-ce qu'on combat? Oh, c'est ces gens-là, ces gens qui sont là-bas, dans la prétendue sphère internationale, qui sont les acteurs principaux de cette déforestation. Alors qu'on aurait pu, regarde toute la jeunesse que nous avons, regardez nos rues, tous ces jeunes-là qui essaient de se battre. Si on avait organisé ici, localement, dans les pays où on a une ressource aussi importante que le bois,
une véritable industrie de bois, avec des transformations localement, oui. Vous vous imaginez? On aurait notre type de pays. Mais non, ils obligent qu'on coupe le bois brut, c'est-à-dire que qu'on fasse le fût et qu'on le leur envoie. C'est eux seuls qui sont en mesure de travailler ce bois. Mais qu'ils apportent donc. On parlait à une certaine époque ici d'un transfert de technologie. Le transfert de technologie est bloqué chez eux. Alors, comme nous avons donc des gens d'un certain âge qui sont bloqués, qui n'osent pas, tout le monde n'est pas Sankara, vous voyez, qui n'osent pas, n'est-ce pas, prendre certaines décisions hardies pour essayer de dire que nous allons essayer de faire les choses correctement, nous sommes dans un petit bocal, on tourne en rond. Il faut libérer les génies qui sont au sein de la jeunesse. Et pour libérer les génies qui sont au sein de la jeunesse, leur donner la possibilité à ces jeunes de s'exprimer, il faut changer complètement de conception politique dans nos pays. Si nous continuons d'être des enfants soumis au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale, aux institutions bilatérales et de finances bilatérales et multinationales, en respectant le dogme, je ne sais pas, des institutions Brotherhood et de l'ONU qui emberlifient complètement, n'est-ce pas, dans le discours, nous bassinent des concepts qui sont complètement creux, qui ne veulent rien dire. Cette jeunesse-là va continuer d'être piétinée, va continuer d'être, sur lequel elle va recevoir des crachats, des goulubets. Ceux qui vont essayer, n'est-ce pas, de sortir la tête de l'eau, c'est ceux-là qui se seront mis aux ordres par rapport à l'oligarchie dominante du moment. Et ce n'est pas comme ça qu'on développe un pays, ce n'est pas comme ça qu'on développe un continent. D'autant plus que ceux-là qui nous imposent cette vision, de temps en temps, ils comprennent quand même qu'ils doivent se mettre en retrait pour laisser à leur jeunesse le pouvoir de pouvoir s'exprimer. On le voit avec la France de M. Macron, quelque chose qui ne cadre pas avec ce que nous avons dans nos États ici. Éric Bebamika, on a quand même l'impression qu'on note l'hypocrisie même de ces politiques, il faut le préciser d'ailleurs, hein, 87% aujourd'hui dans l'Afrique francophone, il faut le dire, je parle bien sûr hein, des gouvernants, ont traversé l'âge de 70 ans, et pendant ce temps la jeunesse est sur les motos, la jeunesse traverse les océans, traverse la Méditerranée, traverse d'ailleurs le désert pour aller chercher fortune ailleurs. Comme le disait d'ailleurs Patient Parfum d'Homme, on a l'impression que cette jeunesse est sacrifiée, et personne en tout cas ne se plaint, ou alors ne la plaint. Non, je pense quand même que c'est aussi un problème conjoncturel ou alors structurel. Parfait l'a si bien dit tout à l'heure, au début des années 60, les premières personnes qui ont revendiqué l'indépendance essayaient de mettre les balises, en fait, les pierres pour pouvoir construire la nouvelle République était pour la plupart des jeunes. Oui. Il a oublié de citer les noms. Mais il y a des jeunes qui reviennent également, comme le Victor Kanga, qui était ministre de la Justice à 25 ans. Toutes ces personnes d'ailleurs qui sont à la tête des États africains aujourd'hui ont été jeunes, ont été poussées très jeunes d'ailleurs dans la politique, très jeunes justement aux sphères de la nation. Que ce soit ici ou ailleurs, il y avait cette... Mais aujourd'hui, ces personnes ne pensent pas à la jeunesse. Voilà. Donc, il y a eu à un moment, avec l'évolution des choses et du monde, une volonté manifeste, je l'ai dit ici une fois, de pouvoir utiliser la démocratie comme étant un peu le ventre mou d'une autre idéologie qui n'était pas forcément, qui était forcément voilée. Parce que la plupart des États se sont cadenassés dans des monarchies libérales et ils ont beaucoup plus voulu utiliser le concept de démocratie qui forcément met l'accent sur la pluralité dans les rapports intergénérationnels. Et dans notre contexte à nous, les jeunes ont toujours joué ce rôle prépondérant, primordial, avant-gardiste de protection, de revendication d'un certain nombre de choses. Et ça a marché puisque nous sommes arrivés forcément dès 1959 à la loi d'abrogation des pays sous tutelle qui a permis au Cameroun forcément d'amorcer progressivement les marches de l'indépendance. Mais ça s'est fait également sur le prisme de ceux-là, en fait, sur le prisme de la punition de ceux-là qui ont osé, à cette époque-là, mettre sur la place publique ou alors sur la place mondiale les questions d'indépendance en réalité. De nos jours, le concept de jeune rime un peu avec ce que Parfait disait tout à l'heure, sacrifice. Parce que voyez-vous, les jeunes sont mis au banc de touche. Ils sont
ils sont relégués au banc des touches. Ce sont les jeunes aujourd'hui qui sont conducteurs de moto, hein, voilà. comme disait d'ailleurs Patient. J'en discutais. Ils n'ont pas de travail, on parle d'insertion professionnelle, alors la seule insertion professionnelle aujourd'hui c'est d'avoir une moto. Oui, mais ça dénote un peu de la mauvaise conception des stratégies économiques pour sortir ou alors pour offrir l'emploi à plus d'une personne qui peuvent être compétentes et participer à la construction de leur pays. J'en discutais justement avec un homme politique de renom de notre pays, qui nous disait que pendant longtemps, il a bâti sa stratégie de conquête du pouvoir suprême sur la jeunesse. Et après près de 30 ans, il s'est rendu compte qu'il s'était trompé parce que, en réalité, cette jeunesse sur qui il se fondait, en fait, ce qu'il avait espoir pour pouvoir conquérir le pouvoir, il s'est rendu compte que cette jeunesse était corrompue. Et quitte à moi d'aller plus loin pour savoir qu'est-ce qu'il entendait par corruption, et il évoquait justement cette précarité dans laquelle la jeunesse africaine et camerounaise est plongée. Et sur ce contexte-là, elle est en proie à saisir toutes les opportunités, quitte à refuser de se noyer, comme disait un grand politicien et stratège de ce pays. Donc, c'est la configuration à laquelle la jeunesse est plongée. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'opportunités qui se présentent en elle, et il y a beaucoup de difficultés qui résident en elle. Donc, pour qu'elle saisisse dans les opportunités, il y a une sorte de conditionnalité auquel elle doit souscrire. Malheureusement, cette conditionnalité réside sur le fait qu'elle est obligée de s'auto-corrompre. À la limite, de s'auto-détruire pour pouvoir avoir droit de citer. Il y a forcément des ouvertures aujourd'hui, peut-être on en parlera tout à l'heure. Parce que le monde d'après-guerre ne peut plus être le monde de jeu. Parce qu'il y a des signaux qui nous sont renvoyés. Aujourd'hui, c'est un jeune qui dirige l'Empire français. Qu'on le veuille ou non, ça fait problème. Parce que le rapport entre ces jeunes et la vieille garde qui sort prioritairement de l'après-guerre ne peut pas être aussi digeste que les rapports que le monde est en train d'imposer aujourd'hui. Parce que lorsque j'essaie un peu de faire ces démonstrations, on me dit que Trump n'est pas jeune. Mais Trump également bénéficie d'un certain nombre... Il a été très jeune, il a été très jeune aux affaires. Très jeune aux affaires d'ailleurs. Hein. Et actuellement, même quand vous regardez l'équipe de Trump, sa fille, son beau-frère, c'est constitué essentiellement de jeunes, pour la plupart. Et ça prouve sa proactivité. Et il est tout le temps en train de tweeter, on l'a surnommé le président des tweets. Et il faut vous rappeler, pour ne pas m'écarter dans cette analyse, lorsque le président de la République a nommé le jeune Malouda Malachi le 4 janvier 2019, vous avez vu comment le mec s'est démarqué. C'est-à-dire qu'il a mis en avant cette vitalité de la jeunesse. Il a commencé à faire des comptes rendus, à tweeter, et surtout cette proactivité à chaque fois qu'il y avait un problème, il était au courant, il avait un briefing, et directement il passait à la sanction ou aux félicitations. En fait, c'est cette vigueur de la jeunesse qu'on doit mettre au devant. Donc pour vous aujourd'hui, la jeunesse est effrayante finalement. Si elle est tellement proactive, si elle sait faire pas mal de choses, les vieux ont peur de cette jeunesse, qu'elle pourrait justement l'écarter des affaires. C'est un constat de fait. Aujourd'hui, même dans notre contexte à nous, on n'a pas besoin d'avoir des jeunes brillants à l'intérieur des structures de réflexion, ce que les anglo-saxons appellent les think tanks. Parce qu'on a toujours comme l'impression qu'à la fin de ce processus-là, le grand bénéficiaire, puisque lui il est jeune, et il a le temps devant lui, c'est ce jeune-là. C'est ce jeune-là, justement. Donc il faut à tout prix l'écarter et ne pas lui permettre de pouvoir grandir dans cette expérience. Et puis en termes d'expérience, c'est tout simplement des situations vécues qui fondent l'expérience. Ça veut dire que le vieux peut vivre une situation à 70 ans, ça bâtit son expérience. Tout comme le jeune peut vivre la même situation à 20 ans, ça bâtit son expérience. Ouais. C'est situationnel, ça n'a rien à voir avec la longévité sur Terre. Donc, pour dire que les problèmes des jeunes, on peut en débattre peut-être toute une vie. C'est le sujet en tout cas ce matin, ne vous inquiétez pas. Mais il y a ce problème-là que, aujourd'hui, la configuration mondiale oblige nos États africains à s'adapter, à mettre au devant de la scène un plus grand nombre de jeunes, à la fois masculins comme féminins. Parce qu'il y a également quelque chose qu'on ne présente pas. On s'est rendu compte que notre jeunesse féminine est en train de disparaître en termes de leadership. Parce que c'est la jeunesse masculine qui se bat à exister. Celle féminine est totalement en train de disparaître. Totalement. On ne peut pas compter le nombre de jeunes, peut-être
dans l'espace politique au niveau du Cameroun, Michel Ndoki peut faire l'unanimité, c'est elle qui revient, c'est elle qui anime, mais on ne peut pas aligner comme ça 5 ou 6 personnes de sexe féminin qui peuvent avoir la même carrure, la même témérité, la même prise de parole sur la scène publique, les mêmes risques. Donc il y a également ce problème. Donc on pense à nous, jeunes masculins, mais il y a un problème que la jeunesse féminine, le leadership féminin est en train de prendre un coup sérieux. Au-delà des paillettes, des paillassons qu'on essaye, des bling-bling qu'on essaye de nous servir sur la scène publique, il y a un problème qui est fondamental, c'est que nos jeunes, pour la plupart, sont en train de disparaître sur la scène publique et sur l'école du leadership mondial. Patient Parfum d'Homme, aujourd'hui au Cameroun par exemple, et surtout en Afrique francophone, on a l'impression aujourd'hui que la jeunesse, elle ne compte plus sur les gouvernants. Elle ne compte plus sur tous ces fonctionnaires. Elle ne compte sur personne d'autre parce qu'elle s'est rendue compte qu'en fait, on ne leur rend pas du tout service. Oui, mais c'est une donnée qui est là. Ce mal-être, n'est-ce pas, qui essaie d'habiter cette jeunesse-là. Elle commence même à développer, pour ceux qui sont un peu dans les extrêmes, une haine contre leur pays, leur gouvernant, leur pays, tout simplement parce qu'ils estiment que bon, ils sont lésés, on les a abandonnés. Sauf que quand on regarde cette jeunesse-là, tout à l'heure on a parlé des jeunesses, de ces jeunesses-là qui pendant les premières années d'indépendance ont pris les rênes de l'appareil politique dans notre pays, de pouvoir étatique. Mais regardons comment elle a été encadrée. Elle a eu toutes les chances. Vous avez au début de ces années-là, si vous avez un bac, c'est fini, c'était le chemin de l'Europe. Pour aller vous former et revenir avec un background assez important. Vous savez que c'est avec ce régime qu'on a mis fin à la gratuité de l'enseignement supérieur. On y a collé maintenant des pensions qu'il fallait payer. 50 000. On vous dit 50 000, mais dans nos universités, vous savez très bien, vous êtes quelqu'un qui est encore actif dans ce secteur, à partir d'un certain diplôme que vous aspirez, ce n'est plus 50 000. Hein. Ça explose, 500 000 poussières dans les universités publiques. Bon, donc on voit, ce sont des barrières qu'on met à l'épanouissement de cette jeunesse. Quand vous avez dans un pays qui ne s'occupe pas de sa jeunesse, qui ne s'occupe pas de la formation de sa jeunesse, qui ne s'occupe pas de donner la possibilité à cette jeunesse d'acquérir de l'expérience, vous savez, cette formule, n'est-ce pas, lapidaire. Une société sur la place cherche un comptable, mais il faut avoir 3 ans à 5 ans d'expérience. Si vous n'avez pas de boulot, vous allez avoir cette expérience comment? Or, ces gens-là, certains, sitôt sortis des amphis, ont occupé des postes de responsabilité dans le pays. Donc, voilà les situations. Voilà les situations. Donc, je dis, quand on fait une étude comparative, c'était une jeunesse, leur jeunesse, elle était gâtée. Ce fut une jeunesse dorée. Il fallait seulement faire un peu d'effort. C'est fini. Tu étais au firmament de... Tu étais sûr d'avoir un avenir, une carrière riche. Aujourd'hui, pour avoir cette carrière-là, Steve, il faut être soit dans les loges, soit être dans les choses que nous dénonçons sont ici immorales, pour que la censure te soit rendue en tant que jeune. Or, les parents souffrent pour envoyer les enfants à l'école. Les parents souffrent pour encadrer les enfants pour qu'ils ne prennent pas les chemins de travail. L'État lui-même souffre dans les encadrements divers, les hôpitaux quand les enfants sont malades, etc. etc. et d'autres programmes sociaux. Quand vous investissez, ce sont des tas de milliers de milliards comme ça sur un corps aussi important que la jeunesse. Et qu'au moment où ils doivent être actifs, où doivent, retrocéder à la nation ce qu'ils ont eu accumulé de part de leur famille, de leurs parents et même du pays, vous leur battez la route, vous dites que non, maintenant votre horizon indépassable, c'est ici. C'est quoi ça? C'est un génocide. Et c'est pour cela que nos pays n'avancent pas. Donc nos pays doivent avancer et ils doivent être capables de dire à ceux qui gouvernent le monde que non, il y a certains de vos programmes dont nous on ne peut pas être d'accord. C'était ça la magie de Sankara. C'était ça. Mais pour que cela soit possible, il faut que les gens reviennent sur terre. Parce que nous savons des gens actuellement aux affaires qui ont l'impression que bon, eux, ils sont bénis de Dieu. Vous avez déjà vu quelqu'un de votre famille qui a la chance d'être là-bas en haut, il considère les autres comme des déchets, oui, pratiquement.
parce que lui, il peut se frotter avec les grands de ce pays, il est quelqu'un. Et c'est ce même complexe qui a été reproduit par nos frères qui sont déplacés de l'autre côté. La question de la double nationalité se pose aussi parce que, bon, quand on voit certains de nos frères, vous voyez, vous étiez avec quelqu'un là qui n'était, excusez-moi le terme, mais pas grand-chose. Mais il a traversé là-bas, il revient avec un passeport au Bordeaux, il construit des maisons à ses parents, il fait des choses à sa famille, et toi qui... Il change carrément. Carrément, toi qui es bardé de diplômes, mais tu es derrière la moto. Vous voyez comment on tue quelqu'un? Tu n'as pas d'espoir. Tu n'as pas... Tu te poses la question, mais quelle est la malchance que tu as fait? D'autres disent, naître au Cameroun, c'est un métier, et que même en enfer, on dit, où sont les Camerounais? Mettez-vous d'abord de côté, parce que vous avez vécu l'enfer sur terre. C'est ça. Et bon, ce n'est pas uniquement au Cameroun, tous les pays d'Afrique ont le même problème. Il faut que... une caricature. Oui, une caricature. Il faut que les décideurs africains comprennent le sens de cette affaire-là. Il faut savoir passer les témoins. Mais comment comprendre justement que ces personnes qui sont aux affaires aujourd'hui, qui avaient été justement encouragées par ceux d'avant à entrer justement du jeune dans les affaires, n'encouragent pas les autres aujourd'hui à entrer dans les affaires? C'est la corruption. C'est quand même quelque chose qui épate. C'est la corruption morale. Ils ne sont plus... Ils oublient d'où ils sont venus. C'est la corruption morale. Moi, j'aime à le dire. Je ne veux pas citer les noms. J'ai vu des gens là. On dit il a détourné 100 milliards. Mais c'est des gars, quand on remonte dans leur historique case, il y a ça 30 ans, ils avaient encore des chicopiers, 40 ans. C'est des gars qui avaient des chicopiers. Mais comment un type donc, qui a vécu la misère, qui a vécu dans des conditions extrêmement difficiles, comment un type comme ça arrivé aux affaires ne pense pas à tirer aussi vers le haut ceux de ses petits frères qui sont dans les situations presque identiques à la sienne de cela quelques décennies? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des Africains? C'est ce que je ne peux même pas comprendre. Donc, pour cela, tant qu'on va laisser les individus de manière libre de faire des choses, on n'ira pas loin. Il faut que l'État soit un État fort, un État central qui oriente, qui donne les indicatifs, des indications de telle manière qu'on puisse tirer l'ensemble de notre pays vers le haut. Tous les débats qu'on fait là, souvent, tourne autour de cette question, de cette incapacité de l'État à fixer ce cap-là, à avoir cette volonté-là, à impulser une dynamique qui donne à penser que tout le monde au pays dit « Ah, l'heure est arrivée pour moi de faire quelque chose et pour pouvoir évoluer. » C'est ça. Si on ne le fait pas, je continue de vous le dire, rien de bon ne suffira. On a parlé par exemple, le chef de l'État a fait plusieurs discours sur la jeunesse, elle doit rentrer, la terre ne ment pas, on nous raconte la terre ne ment pas. Mais pourquoi la terre ne ment pas? Il faut d'abord que tu aies la terre. Il faut d'abord la route d'abord. Il faut d'abord que tu aies la route pour sortir tes produits. Il faut qu'il y ait une banque qui puisse accompagner ceux qui se sont lancés dans le secteur agricole. Oui. Il n'y en a pas. Mais il y a des banques pour ceux qui sont au sommet. Ils peuvent faire des prêts de manière indéfinie. Ils peuvent taper dans les caisses de l'État. Vous voyez donc, c'est-à-dire, ce schisme qui existe entre le Cameroun utile, entre guillemets, oui, et le vrai Cameroun, lui qui est complètement dans la population de la misère. Mais je dis à la jeunesse, il ne faut pas qu'elle se décourage. Il faut justement, c'est le moment, qu'on dit que c'est quand les temps sont durs, qu'on reconnaît les vrais durs. Quand on a dit ça, quand on a brossé ce tableau, on doit aussi maintenant indexer aussi, n'est-ce pas, la responsabilité de cette propre jeunesse. Quelle est cette histoire où après vous avoir fait des études, après être battu, sur le fallacieux prétexte que tu n'as pas eu de boulot à la hauteur de ce que tu as investi comme énergie pour avoir, n'est-ce pas, les parchemins. De toute façon, c'est les parchemins, hein? Tu sombres dans l'alcool. Tu sombres dans la drogue. Tu sombres dans les comportements immoraux. Tu te dis que de toute façon, life is one shot. Donc, autant vivre ma vie aujourd'hui, je ne sais pas. Non. Cette jeunesse doit s'organiser. Elle doit, justement, imposer un autre paradigme au décideur du moment. C'est elle qui a la clé du changement. Mais il faut qu'elle le comprenne. Si cette jeunesse ne comprend pas, rien ne va bouger. Parce que les autres, on dit que quand la montagne veut parler, quand Mohamed veut parler vers la montagne ira vers Mahomet. Il faut créer l'impossible. Et cet impossible, ils peuvent la créer pour imposer une nouvelle donne sur le plan social, politique et économique pour changer justement le visage de notre monde. Et c'est pour ça que les jeunes, on n'a pas de docu, mais il y a plein de jeunes, bon, d'autres jeunes qui font des choses exceptionnelles. Vraiment, ces jeunes-là, ils sont des exemples, mais ils ne doivent pas être des étoiles filantes. S'ils sont des étoiles filantes, ça ne pourra pas impacter durablement dans la conscience des autres jeunes qui veulent aller de l'avant. Le leadership ne doit pas seulement se concevoir en termes de « je veux le pouvoir ». Le leadership doit d'abord se concevoir en termes de capacité d'organiser autour de soi de nouvelles valeurs pour changer justement la donne sur le plan national. Mais quand
On dit oui, il est brillant, il est leader, c'est un grand parce qu'il veut le pouvoir. Mais comment vous allez avoir le pouvoir si vous n'avez pas d'abord participé à la construction d'une certaine masse critique en bas de l'échelle pour vous permettre de changer complètement les choses. Et c'est là où ça devient ingrat en termes de boulot. Ces jeunes-là qui mettent des mains dans la gadoue, ça devient très ingrat. Moi, à 21 ans, je suis membre du bureau politique d'un parti. J'ai été membre du bureau politique de l'UPC à 21 ans. Mais quand nous étions dans un combat frontal avec le régime qui est en place à Yaoundé, nous, on n'a pas émergé. Si on avait été dans des compromis avec ce régime, je pu être député à moins de 30 ans. Donc, c'est aussi des choix que les gens font. Mais sauf qu'on vous crache dessus, on dit, ah, vous êtes des losers, tu n'as pas une grosse voiture, tu ne peux même pas organiser le deuil de ta petite soeur, parce que, bon, et tu es obligé d'aller commander chez des gens, eux, qui ont été dans la compromission en permanence, pour pouvoir être là. C'est ça, les difficultés des jeunes. Mais, je continue de dire, c'est à cette jeunesse de prendre ses responsabilités. Pourquoi, tout à l'heure, tu parlais de la jeunesse. Les gars qui créent, par exemple, l'UPC, regardons. C'était des jeunes. Oumiobe est mort. 12 jeunes, d'ailleurs. Il n'avait pas 50 ans. Félix Roland Moumier est mort, il n'avait pas 35 ans. Pratiquement, Wandje peut-être, il avait 41 ans. Mais ces personnes se sont sacrifiées, justement, je vous ai posé la question, pour cette nation, le Cameroun. Ils sont d'ailleurs très nombreux sur le continent africain. Du côté, par exemple, de la RD Congo, il y avait un gars comme Patrice Lumumba, mort, très jeune. Du côté du Burkina Faso, vous avez eu Thomas Sankara, mort, très jeune. Ils sont morts très jeunes, mais aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui est oubliée, flouée, abandonnée. C'est parce que la culture dominante a celle qui a vaincu. Il y a toujours une histoire entre les vaincus et les vainqueurs. La culture dominante est celle des vainqueurs aujourd'hui. Je vous avais parlé lors de la création de l'OUA, les deux camps qui s'affrontaient. Oui. C'est le camp de la compromission. C'est le camp de cette compromission qui est sorti vainqueur. Mais pourquoi se maintienne au pouvoir? Elle a complètement déconstruit, elle a complètement corrompu l'ensemble de la classe sociale. Au point où je vous dis, comment on peut comprendre que dans certains secteurs d'activité, des choses que l'on ne peut jamais imaginer, les gens vous disent, si vous voulez vraiment, on vous a pris comme stagiaire, mais si vous voulez qu'on vous confirme autant pour moi, dans un contrat à durée indéterminée, il faut que vous fassiez comme ça. Que vous soyez bilingue, comme on dit, pour ne pas heurter la sensibilité de nos jeunes téléspectateurs. Et avant, je crois que c'est des blagues, que les gens exagèrent, ils sont dans les constructions fantasmagoriques. Oui. Non, c'est vrai. J'ai vu des jeunes qui m'ont dit que ça existe, et partout. C'est quoi cette histoire? Donc voilà. Mais ces embûches qui sont sur le chemin de la jeunesse ne doivent pas décourager nullement la jeunesse à s'organiser. D'où, chaque fois que je vois les jeunes qui s'organisent, j'applaudis. Sauf que, là encore, on a vu d'autres jeunes qui se disent que le jeu est très dur. Comme on dit, on aime le football. Le jeu est tellement dur que donc, il faut composer avec l'ennemi pour pouvoir avancer. Donc, ils jouent les leurs. Vous pensez que c'est une jeunesse qui s'organise, mais arrêtez, ils sont au service de l'oligarchie dominante, n'est-ce pas, de ces octogénaires qui ne veulent pas lâcher le pouvoir. Ils sont à leur service pour brouiller complètement les cartes, au point où souvent, on se demande où est-ce qu'on va aller. Donc, mais n'oubliez pas, la chanson aussi. Maintenant, quand vous parlez des jeunes, les gens disent, oui, vous exagérez. On est jeune de 7 à 77 ans. Bon, Pépin Bikaï est encore jeune. Je suis obligé de le reconnaître. Moi, je ne peux plus accepter que quelqu'un me qualifie de jeune. Je ne suis plus un jeune, malheureusement. Merci, impatient parfum d'homme. Mais pendant ce temps, les voix de la jeunesse africaine, il faut le dire, se font de plus en plus entendre, Eric Pépin Bikaï. Et quelqu'un me posait encore la question hier, comment comprendre que les gens ne veulent plus aller à la retraite? Je vous pose d'abord ma première question. On va à la retraite à quel âge dans ce pays, au Cameroun? Ah, c'est une bonne question. Non, là, ça dépend des corporations. Je pense que pour les... Non, disons, non, tout dire. Non, tous les fonctionnaires d'État ne vont pas à la retraite au même âge. Les professeurs d'université, par exemple, vont à la retraite à 65 ans, avec la possibilité d'avoir une bonification de 2 ans. C'est le cas, par exemple, du recteur. À 67 ans, disons-le comme ça. De l'université de Yaoundé 2 et de l'université de Yaoundé 1 qui ont une prolongation. Maintenant, les fonctionnaires tels que les médecins et autres allaient en retraite à 60 ans. Je pense qu'ils ont également eu une bonification peut-être de 2 ou 3 ans lors d'un décret présidentiel qui date de moins de... Mais je vais vous dire une chose. Maintenant, allons-y. Oui. Les contractuels d'administration à une certaine catégorie vont à la retraite à 55 ans. Oui. Et il y en a même qui vont à la retraite à 45 ans et autres. Je pense que les policiers vont à 55 ans en fonction du diplôme d'intégration dans le corps de la police, parce qu'il y a les écoles de formation des gardiens de la paix. Ça veut dire que tu dois plafonner peut-être ton grade. Si tu as excellé en faisant des formations internes, peut-être à officier.
parce que tu as entravé le CPE. Mais quand tu es peut-être officier, tu es sûr défini peut-être commissaire divisionnaire, ou c'est pas. Et puis il y a d'autres qui entrent à l'école directement comme commissaire de police. Donc ça veut dire qu'en fonction de ton diplôme d'intégration dans le corps de la police, cela pourra te permettre de pouvoir définir l'âge de départ en retraite. Donc le départ en retraite n'est pas uniformisé. D'ailleurs, ça fait l'objet... S'il te plaît, toujours l'âge en retraite, une seconde. Moi, je ne comprends pas pourquoi on n'harmonise pas au sein de la fonction publique cet âge de départ en retraite. Justement, je vois les gens qui sont dans le ministère des Postes et Télécommunications qui ont la retraite à 55 ans. Voilà. Mais c'est une grosse aberration. On voit des chercheurs qui vont à la retraite à 55 ans. 68, mais c'est quoi cette histoire? Il faut qu'on harmonise cet âge de départ à la retraite. Restons dans le sujet. Non, j'insiste pour certains fonctionnaires que je vois à la retraite à 55 ans, alors que c'est à ce moment qu'ils sont en capacité de donner le meilleur d'eux. Le meilleur d'eux. Donc vraiment, c'était un coup de gueule que je pose, que le président de la République voit cette question-là, pourquoi vraiment on harmonise l'âge de départ à la retraite, surtout pour les fonctionnaires des postes de télécommunications que j'ai rencontrés. Je vais vous raconter une histoire pour que vous compreniez très bien. J'avais mon voisin, il travaillait pour une entreprise que je vais taire le nom, et il avait, il faut le dire comme ça, un collègue qui, à chaque fois que l'heure de la retraite arrivait, baissait son âge de 5 ans. Non, il faut que la jeunesse, nous sommes jeunes, il faut que je le dise. Chaque fois que l'âge de la retraite arrivait, il baissait de 5 ans son âge. Alors un jour, il tombe très malade et l'entreprise prend l'initiative de l'envoyer et de l'évacuer à l'étranger. Seulement quand il arrive à l'étranger, sur le bordereau et tout, il est écrit qu'il a 55 ans. Alors il a des injections qu'on ne fait pas à cet âge-là. Finalement, on va lui faire une injection et il va mourir. Et on va se rendre compte finalement qu'il avait 85 ans. Je vous dis une chose simple, il y a donc des gens comme ça qui veulent pas aller en retraite pour laisser justement à la jeunesse l'occasion, l'opportunité de travailler et de faire mieux. Non, je pense au-delà de cette anecdote, peut-être qui est réaliste, il y a un problème qui urge dans nos pays africains, c'est l'uniformisation de l'âge de départ en retraite. Et cette uniformisation ne peut pas être aussi latérale. Tout est fonction du confort intellectuel de ceux qui servent l'État. Parce qu'il y a par exemple des brillants pilotes de l'air qui sont allés en retraite dans ce j'étais le nom, assez tôt. Pourtant, ils pouvaient encore former d'autres pilotes de chasse dans ce pays-ci. J'étais les noms. Mais parfois ceux-là retrouvent du travail ailleurs. Hein. Ils ne sont pas délaissés de cette manière-là. Le débat de départ, en fait, c'est juste une brèche qu'on ouvre. On va revenir dans le débat fondamental. C'est un débat mondial parce que vous voyez actuellement en France, l'une des sociétés, des questions qui bouillonnent. La société civile française, c'est le départ, l'âge du départ en retraite. Ceux qui veulent aller à 60 ans, ceux qui veulent aller à 62 ans, ceux qui veulent aller à 65 ans, c'est un débat permanent. Et ce débat également doit se présenter ici. Il y a un autre problème qui est fondamental en termes de départ. Parce que les gens ont cru comme raison que c'est parce que les gens vont en retraite qu'on trouve de nouveaux emplois ou alors qu'on laisse la place aux jeunes. Ce n'est pas toujours automatique. Parce que sur une année, on peut avoir moins de départs en retraite et plus de recrues au niveau de la fonction publique. Le problème, c'est que la fonction publique a un rôle d'encadrement. Parce que tout ce que nous faisons là, c'est parce que notre fonction publique, pour le moment, celle qui est chargée de pouvoir gérer le pays, présente des failles dans des dysfonctionnements dans leur déploiement. Il est important de comprendre que ce qui peut offrir des emplois pour la jeune génération qui arrive à vivre, parce que le taux d'accroissement naturel au Cameroun, par exemple, c'est de 2,3. Ça veut dire que sur moins de 10 ans, on a à peu près 20 à 30 000 jeunes qui arrivent, qui comptent. Et là, je suis même modeste en termes de présentation des chiffres. Et il faudrait qu'on comprenne que c'est le secteur privé, des initiatives privées ou des joint ventures, État, personnel privé, qui peuvent être capables de créer des emplois de masse et des emplois décents, parce qu'il y a aussi un problème. On parle d'emploi, mais il y a des emplois indécents, c'est-à-dire comme ceux qui travaillent à Socapalme et qui gagnent leur vie sous le prisme du régime de noix coupées. Soit j'en suis. Voilà, ce sont des esclaves, mais dans un esclavage moderne. Donc nous, notre préoccupation... On élague un palmier à 40 francs. Voilà. Élaguer un palmier, c'est 40 francs. Couper, transporter. C'est-à-dire élaguer et transporter jusqu'au site. 40 francs. Parce que vous croyez que élaguer juste, il faut élaguer, descendre, transporter, ramasser les noix qui s'éparpillent au sol pour que vous ayez 40 francs. Oui. Il faut que vous compreniez ce type. Et moi, j'ai eu la chance de faire un master sur les questions de culture du palmier à huile d'ailleurs. Donc, pour dire que non, le problème ici, c'est de créer des emplois au niveau du secteur privé. De telle en sorte que la ressource ne soit pas rare. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui fait problème aujourd'hui? C'est que la ressource est rare.
l'accès à la fonction publique, qui garantit un salaire permanent, même lorsqu'on ne s'y rend pas. Ça signifie qu'il y a une confrontation. Et ceux qui tiennent les rênes du pouvoir sont obligés de fermer le robinet et pour l'ouvrir seulement pour ceux qui sont les leurs, malheureusement. Et le problème, c'est que les leurs représentent une minorité par rapport à la grande demande. C'est la raison pour laquelle les concours sont pour la plupart orientés sur le prisme de on tente la chance, on n'essaie jamais. Mais en réalité, c'est une erreur. Parce qu'il ne faut pas tenter la chance à l'intérieur, tel que le système se présente. Le robinet est fermé. Et le robinet est fermé depuis les années 90. Et on ouvre seulement ce robinet à ceux qui ont, comme on dit au quartier, de la godasse. Maintenant, si on revient sur... on sort de cette parenthèse-là pour revenir sur les questions de jeunesse. Vraiment, les questions de jeunesse sont au cœur de toutes les problématiques actuelles et du développement des pays et du développement des pays de manière générale. Vous avez vu par exemple l'incident de 1988 à la place Tiananmen. Tiananmen, oui. Voilà, c'était des jeunes. Où des jeunes universitaires sont sortis. Avaient décidé qu'il faudrait qu'il y ait un changement de régime en Chine pour plus de liberté, par exemple. Ils ont été tués. Vous voyez actuellement ce qui se passe à Hong Kong. Il ne faut pas l'oublier également. Ce qui se passe à Hong Kong. C'est essentiellement des jeunes qui réclament, revendiquent à corps et à cri la démocratie. Bon, maintenant, la coloration, la géostratégie, tout ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Je reste sur la chute de Parfait. C'est-à-dire le fait que les jeunes doivent refuser de se résigner ou alors d'accepter cet état des choses. Même nous qui écumons vos plateaux, qui venons animer vos plateaux, on ne vit pas sur l'or, hein. Mais on ne plie pas. On ne se plie pas, autant pour moi. On ne vit pas sur l'or. Mais on refuse de se résigner. Ou alors on refuse d'installer notre haine sur la place publique à chaque fois qu'on prend la parole. Il faut rester dans l'analyse, il faut rester dans la prospective, il faut rester dans la construction permanente de notre pays. De toutes les façons, nous n'en avons pas deux. Nous n'en avons pas deux. Même si on a une plurinationalité, on n'a pas de pays. On a toujours un pays. On n'a qu'une seule et unique nation. Il est important pour ces jeunes-là. Parce que parfois, je vois de la haine. Parce qu'en réalité, dans cet océan de désespoir, il y a des facteurs qui fondent l'espoir. Par exemple, on s'accroche sur sa tribu. Et on essaie à chaque fois qu'il y a un problème social, transethnique, de pouvoir toujours donner raison à là où on vient. Même si là où on vient n'a pas raison. En fait, pourquoi je parle de manière prosaïque, pour se faire comprendre par les interlocuteurs qui sont de l'autre côté de l'écran. Ça veut dire que le tribalisme devient aujourd'hui un souffre-douleur de la part des jeunes qui ne parviennent pas à s'insérer. Et c'est un problème. Parce qu'on a comme l'impression que c'est l'autre qui est venu de l'autre côté qui nous a empêchés de briller. Il peut y avoir des fondements dans cette thèse-là. Mais il ne faudrait pas que ça soit un objet de haine de l'autre. Parce qu'en réalité, si tu es l'autre et tu la bats, tu n'auras plus un interlocuteur avec qui tu peux te sentir à l'aise. Parce que même si quand on doit aller consommer les spiritueux autres bières, on ne peut avoir du goût dans cet exercice que s'il y a l'autre. Et parfois, l'autre ne vient pas de là où tu sors. Donc, ce sont des questions qu'il faut mettre sur la place. Et surtout, présenter cette éducation à la jeune génération. C'est dangereux de croire que c'est parce que si on n'a pas réussi, c'est à cause de l'autre. Ou alors c'est sur le prisme d'installer un tribalisme. Non, il faut chercher les voies et moyens pour renverser l'ordre établi. Merci. Merci pour toutes vos réactions. Pris occasion pour moi de prendre les réactions, si vous me permettez, très bien. Bien de prendre les réactions sur Facebook et surtout sur WhatsApp. Il y en a d'ailleurs, hein, c'est beaucoup. Bonjour le plateau, c'est Oreb et Linjanga. Bonjour le plateau, le débat de ce jour est très technique, Steve. Ceux qui gouvernent sur nous ne peuvent pas gérer en tirant le peuple vers le haut parce que dans les maisons obscures, on leur a inculqué la méchanceté et l'arrogance, eux-mêmes étant soumis à des choses terribles. Ils suivent leur projet, celui de diviser la société en deux, celle des compromis classe riche et celle des rejetés, dont le but est de les appauvrir davantage. Steve, il y a une grosse offre de compromission là dehors et c'est grave. Il n'y a plus de repères. La jeunesse a perdu justement ses repères, nous dit d'ailleurs Eline Djanga.
Costa Rui nous dit que bonjour, la grande famille d'Ibiès, je ne suis pas d'accord avec Parfum d'Homme, je comprends pas toujours comment un jeune au Cameroun a les moyens pour aller sur Facebook insulter nos dirigeants, mais n'a pas les moyens justement de chercher à trouver quelque chose à faire. Stéphane Sullivan Onana, comment voulez-vous que les dirigeants africains, surtout du précaré français, s'intéressent à leur jeunesse? C'est son interrogation. Déjà qui ne sont pas africains, ils ont tous des passeports européens. Dès que quelqu'un, là ça coince un peu, dès que quelqu'un a justement une autre nationalité, dès que quelqu'un occupe un poste dans l'administration, son plus grand rêve, avoir un séjour ou une nationalité européenne. J'en ai vu plusieurs. Hein? Cas pareil. Stéphane Sullivan, il y a un gros souci avec le son. Réglage, s'il vous plaît, oui. On espère qu'on va régler le son et surtout le réglage. Olivier Ndioya, on a la mémoire courte. La jeunesse devrait se bouger et imposer la donne car personne n'a jamais voulu libérer le plancher. Stéphane Sullivan qui revient parfait à raison. Ce n'est pas à 60 ans qu'on devient Jésus sauveur du peuple. Un leader en politique se traduit par son parcours depuis sa jeunesse. Toujours sur Facebook. Bonjour DBS matin, c'est Olivier Boko. Depuis Lomé, la fonction publique est improductive en Afrique et c'est de l'esclavage moderne. C'est le secteur privé qui doit développer nos nations. Stéphane Hugues, les panafricains, les Africains aiment copier sans réfléchir. En Europe et Occident et en général, tout ça en général dépend du montant de cotisation à la CNPS afin d'assurer ses vieux jours. C'est pourquoi la loi autorise aux jeunes d'ailleurs hein, accidentellement, ou bien il parle bien sûr, oui, aux jeunes occidentaux de travailler dès l'âge de 16 ans sous le contrôle des parents. Ainsi, il peut aller en retraite à 42 ans, voire moins. Stéphane Sullivan, on en revient, n'en déplaise. La jeunesse d'aujourd'hui est forgée à l'image de ce qui les gouverne. Lorsqu'un jeune obtient un emploi sans possibilité de voler, il dit « je me débrouille quelque part là ». Il parle pas de travail, non, il dit que je me débrouille. Et bien sûr, il déclare que le salaire n'est pas bon, mais les avantages sont énormes. Je pense qu'il faut rééduquer les Africains dès la base en changeant le système éducatif actuel. Stéphane lui, pour lui, déclare un jeune qui, dès 16 ans, réussit à gérer 2 jobs, a plus de chances d'aller en retraite à moins de 42 ans, car payer plus à la CNPS et plus d'impôts. Je vais d'ailleurs sur WhatsApp maintenant. Salut le plateau et merci pour toutes vos émissions révélatrices de tous les jours. Philippe Yenou du Bénin. Merci à vous, hein, du côté du Bénin qui nous regardez et du Togo d'ailleurs. Bonjour, tout le plateau de Libye ce matin. Je salue l'intervention magistrale du grand frère Parfum d'Homme. Je vous assure que nous, les jeunes Camerounais, nous sommes piétinés et miettés, pour ne pas dire vendus. Aujourd'hui, même un Nigérian peut envoyer en prison sans que personne ne s'interroge. Toutefois, mon frère est parti déposer les dossiers pour un emploi dans une entreprise privée. On a voulu le sodomiser et il a fui. Bon, je pense que le gouvernement des pays africains ont embrigadé nos âmes dans des loges occidentales. Mais Dieu ne dort pas. Il s'appelle Vincent Mambou. Bonjour sur le plateau. Moi, cette histoire ici me dépasse. Depuis mon école primaire, on nous a toujours dit la jeunesse est le fer de lance de la nation. Secondaire, même chose. Université, même chose. Aujourd'hui, c'est le chômage. Or, j'ai un BTS en chaudronnerie industrielle. C'est Machiavel. Bonjour au panel et bonjour particulier à M. Parfum d'Homme. Nous les jeunes Camerounais souffrons énormément, mais c'est de la faute des dirigeants et la nôtre aussi, nous les jeunes, car un jeune peut cotiser 300 000 francs à 500 000 francs pour aller en aventure, mais jamais pour développer un business rentable. Le vrai problème n'est pas le système qui nous a appris que pour réussir au Cameroun, il faut travailler à la fonction publique. Combien de jeunes savent faire quoi? Voilà la question. Rassurez-vous, tous les jeunes qui ont appris un métier s'en sortent. La jeunesse camerounaise a refusé de descendre dans les rues l'année passée. Ceci pour dire que les jeunes savent qu'on ne peut bâtir que dans la paix. Donc, soutenez les jeunes à tous les niveaux, dans tous les domaines, car si la jeunesse camerounaise se soulève, même l'Occident ne pourra rien. Croyez-moi, je sais de quoi je vous parle. Merci. Mbondondje depuis Douala. Fidèle téléspectateur d'ailleurs, hein, il faut le dire. Je sais que vous écrivez encore hein, sur Facebook. Je vais pas. Tu es débordé là. Je suis débordé par vos écrits. Bonjour Didier, je salue tout votre panel, plus particulièrement à Monsieur Patient Parfum d'Homme, et lui dire merci. J'ai retrouvé le documentaire sur la Côte d'Ivoire. Quant au sujet de ce matin, le Cameroun est un enfer pour la jeunesse. Un chef de l'État à 60 ans aux affaires, des ministres 30 ans dans un même poste, des directeurs généraux des sociétés à vie, ouverture des églises pour servir les jeunes, ouverture des bars à
afin d'écarter les jeunes à la chose politique. Vivement la fin du monde pour le Cameroun. Anta Diop Mevoa depuis Oyoma Bang à Yaoundé. Oui, merci également à vous. Bonjour DBS, pour moi il faut une jeunesse travailleur, non une jeunesse qui veut devenir riche avant le temps. Benjamin de la cité sikh à Douala. Ici, je pense que ça nous vient des États-Unis d'Amérique. Bonjour, je suis Sus Dongui depuis l'Équateur. Ah, d'accord, l'Équateur. Salutations à Parfum d'Homme et à toi. Je voudrais d'abord dire on ne peut pas créer d'autres initiatives à partir de la société civile pour aider la jeunesse africaine beaucoup parce que les gouvernants ont échoué. Je suis Dongui depuis l'Équateur. D'accord, on nous suit même en Équateur. Merci également à vous qui nous regardez depuis l'Équateur. Bonjour à toute l'équipe, quelle analyse faites-vous de la jeunesse des pays anglophones et celle des francophones? Hervé Jérémy depuis le Togo, bonne émission à vous. Oui, il a toujours insisté pour qu'on parle du Togo. L'Afrique est un continent d'avenir vu le taux de la jeunesse en excès. Pour que la jeunesse ait la parole et les décisions en Afrique, il faut qu'il occupe des postes de responsabilité, au moins à 49%. Certes, l'Afrique est jeune, mais les Africains ont besoin de l'expert, des experts et surtout des anciens, sûrement des personnes du troisième âge. C'est Yerima Abdourahman depuis Garoua. Bonjour Monsieur Ngos, le problème de la jeunesse en Afrique est très confus. La jeunesse est utilisée soit pour les placer devant les manifestations, soit les utiliser pour des sales besognes. Il ne nous a pas laissé son nom. Messieurs, je vais relire à la fin tout ce que vous allez écrire. Je voulais juste ajouter une information à ce que Papa a dit tout à l'heure. J'ai omis de le dire. Concernant les pensions à l'université, faut pas... parce que parfois... On n'a pas souvent l'habitude d'aller cueillir au niveau des tests qui organisent un certain nombre d'activités. La réforme universitaire de 93, c'est celle-là qui fixe la pension universitaire à 50 000, si je ne me trompe pas, et qui éclate l'université de Yaoundé en 6 entités universitaires, parmi lesquelles Yaoundé, Reboya, Tchang, Yaoundé 2, et puis, je pense que c'est université, pourtant pour moi. Donc jusqu'à présent, il n'y a pas eu une réforme universitaire. Peut-être il y a eu la création d'autres formations universitaires dans d'autres régions du pays. Donc jusqu'à présent, quelle qu'en soit la filière dans les universités d'État, ça devrait être fixé à 50 000 francs. Quelle qu'en soit la filière. Puisque la réforme universitaire est claire, la pension désormais au Cameroun est fixée à 50 000 francs. Même si on ouvre les filières professionnelles, comme ils ont coutume de dire, en réalité, les enseignants ne sont pas censés venir de l'extérieur pour enseigner dans ces universités-là. Les enseignants sont censés venir des formations universitaires locales pour être enseignants dans ces formations professionnelles qu'on ouvre. Donc nous sommes également là, soit dans une grosse escroquerie, soit dans une approche qui n'a pas permis le toilettage des textes qui organisent les nouvelles formations dans les universités d'État. C'est juste cette question que je voulais faire. Messieurs, plus que 7 minutes pour sortir d'ailleurs de cette édition de DBS Matin. Hein. C'est la 3e de cette semaine. Le temps passe très vite. Pourtant, vous n'êtes que 2 sur le plateau. Et puis, il y a pas mal de réactions également de nos téléspectateurs et ceux qui nous suivent d'ailleurs hein, sur les réseaux sociaux. Pour eux, aujourd'hui, il faut quand même que la jeunesse travaille. Oui, mais je continue de dire qu'il faut faire attention. Il ne faut pas donner l'impression que nous avons une jeunesse paresseuse qui aime l'oisiveté. Non. La jeunesse travaille énormément. Non, tous les jeunes ont besoin de se bâtir un avenir. Oui. D'avoir une famille, d'avoir un cadre qui permet leur épanouissement. Il y a quelqu'un qui me disait qu'on n'encourage pas la jeunesse. On a vu par exemple ces jeunes qui ont fait des couveuses hein, pendant la période du Covid-19. On a vu ces jeunes qui ont fait d'ailleurs des portiques qui, à un moment donné, sont stérilisants. On a vu des choses extraordinaires. On a reçu une dame ici qui nous a fait du vin à base de plantain. Mais c'est ce que je vous dis. Ah. Donc quand j'écoute certains téléspectateurs disent qu'ils ne sont pas d'accord, les gens passent le temps à WhatsApp pour insulter. N'oubliez pas qu'il y a même le Facebook gratuit. Donc à partir de ce moment-là, quelqu'un à partir de son Facebook, ça peut être un exutoire pour lui, ce que nous ne validons pas. Parce qu'il faut quand même un minimum de civilité. Nous sommes des gens bien éduqués. Il faut donner cette éducation-là aux plus faibles. Mais je dis, la responsabilité en premier incombe à nos décideurs. Justement, qui n'encourage pas la jeunesse. Non, je prends le cas. J'ai vu un jeune là, tout à l'heure qui vous a écrit, qui vous a dit qu'il a un BTS en chaudronnerie industrielle. Bon, alors, vous savez ce que ce jeune peut faire? Oh, où est le chantier naval? Je vous apprends que pratiquement de Lisbonne jusqu'au niveau de Douala, il n'y avait pas une unité en termes de chantier naval qui avait les capacités de ce que le chantier naval de Douala avait.
Il n'y en avait pas. On a tué complètement ce chantier naval, qui était dans capacité, avec ce qu'il voulait faire à Tiko, à Limbe, créer un hub pour l'entretien, pour la réparation de certains bateaux. Alors, tous ces jeunes-là qui ont ces compétences, parce que moi j'en connais, la plupart sont au chômage. Depuis que la Sonara a cramé et qu'ils n'ont plus de petits jobs d'entretien, ils sont au quartier. Voilà de la ressource. Quand on nous dit les jeunes Camerounais ne sont pas formés, c'est faux. Beaucoup de jeunes sont formés, mais le seul job qu'ils ont maintenant, comme tout le monde, l'argent volé dans les caisses de l'État, on le met dans le bâtiment. Vous le voyez, c'est eux qui sont les carreleurs, ils sont des maçons, ils sont des peintres, n'est-ce pas? C'est tout. Mais ça, ce sont des boulots, je ne dis pas qui ne sont pas honorables, mais qui ne structurent pas de manière pérenne dans la durée, n'est-ce pas? Parce que le jour où il y aura un flop du point de vue de l'investissement dans le secteur immobilier, ces jeunes vont se retrouver au chômage. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que le Cameroun gagnait en termes de prestige, mais surtout en termes d'apport dans notre économie, quand ce chantier naval existait, alors qu'il n'était même pas encore dans la phase ascendante de son développement. Mais il y avait déjà la base qui était là. Donc, c'est ça les problèmes de l'Afrique et du Cameroun. C'est-à-dire que là où on pense, au lieu d'orienter notre énergie vers les secteurs porteurs, vers les secteurs qui sont capables, n'est-ce pas, de siphonner une partie de la masse de ces jeunes qui sont formés, qui sortent de ces universités et centres de formation, on tue pour des raisons X ou Y, sans qu'on ne comprenne très bien, et on en arrive à ces aberrations comme ce que nous constatons. Nous constatons le rôle de la fonction publique. Si elle n'a pas un rôle essentiel au niveau de la création des emplois, qui sont aussi créateurs de richesse, elle a aussi quand même un rôle d'encadrement. Mais quand nous avons une fonction publique qui doit impulser cette vision, qui doit impulser ce développement, qui est complètement gangrénée par des comportements, n'est-ce pas, de brigands et de bandits que nous constatons, comment voulez-vous qu'un pays puisse se développer? Comment voulez-vous vraiment qu'un pays puisse prendre l'ampleur? Depuis qu'on nous parle des banques, on nous dit que toutes nos banques commerciales sont sur liquide. On a dit, ok, mais il faut des conditionnalités pour avoir accès aux prêts bancaires. Quelles sont les réformes majeures que notre État a pu mettre en place pour encadrer l'entrepreneuriat jeune? Moi, je ne veux pas en dire, ah non, mais vous ne comprenez pas, il y a beaucoup de choses qui se font. Mettez votre demande au Fonds national de l'emploi, mettez votre demande au... Mais est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est comme ça? Donc, je pense que la jeunesse doit, comme je l'ai dit, ne doit pas se décourager. Elle doit reprendre son destin en main, elle doit travailler, mais surtout, elle doit s'organiser. Moi, je ne pense pas cette idée d'individualisme, quand on dit c'est le secteur privé. Oui, le secteur privé, mais que les gens se mettent ensemble. Ce secteur privé où chacun pense qu'il va décrocher la lune tout seul, je crois que c'est là aussi l'une des faiblesses sur le plan idéologique et conceptuel de notre jeunesse. Il faut que les gens qui sont sortis des écoles, qu'ils apprennent à se mettre ensemble, qu'ils se fassent confiance, c'est vrai que c'est compliqué, et qu'ils essaient d'initier, n'est-ce pas, certaines entreprises où ils vont se partager les bénéfices, mais aussi se partager les difficultés. C'est seulement comme ça que progressivement, on va voir l'émergence d'une nouvelle classe jeune qui va essayer d'être utile à son pays, mais surtout d'être des exemples pour les autres qui vont essayer d'aller dans ce sens. Mais une fois de plus, à nos gouvernants, arrêtez d'être des larbins de l'Occident. Pensez d'abord à vous. J'ai relu le parcours de Sankara. Sankara fait des choses extraordinaires, avec pratiquement pas de moyens. Oui. Mais arrêtez d'être les larbins de l'Occident, parce que c'est ça le nœud de problème. L'Occident a son agenda. L'attentat qui s'est passé dernièrement au Niger, j'ai parcouru le CV de ces 6 jeunes Français qui sont morts. Minimum, c'était Master 2. C'était des jeunes, d'autres qui avaient moins de 30 ans. Mais pourquoi la France les envoie au Niger? Ils sont en train de préparer les doctorats et les masters, par exemple, en question de conflit, en question de la circulation des armes au Sahel, machin. Donc, là, un pays comme la France, elle, vous avez dit, c'est comment on rapidement, c'est une ONG à tête, mais à tête est financée, à des financements des États, des gouvernements français. Donc, ils organisent comme ils sont coincés et ils veulent savoir, ils veulent comprendre ce que ça se passe ailleurs. Ils prennent la fine fleur de leur jeunesse qui est bardée de diplômes. Et on les envoie dans nos zones-là pour comprendre ce qui se passe. Nous, qu'est-ce qu'on fait pour l'instant? Bon, on est là à chanter les louanges de X et Y et à dire que c'est tel qui est Shogar. C'est pour ça que le pays est coincé aujourd'hui. Je vais me tourner vers vous, Eric Pépin Bikaï, pour sortir de cette édition, votre mot de fin. Parce que le temps est terminé d'ailleurs. Non, il faut pas que ceux qui nous écoutent pensent que peut-être on est en train de tirer sur la jeunesse, ou alors que ceux qui nous écoutent pensent que forcément on est en train de jeter l'anathème sur X ou Y. Le problème est structurel.
La jeunesse camerounaise, par exemple, essaie de se battre, comme Parfait le disait tout à l'heure. D'ailleurs, le secteur informel peut en témoigner de cette vitalité-là. Bon, mais le problème, c'est que elle manque d'encadrement de la part de ceux-là qui ont la charge de pouvoir faire ce job-là. Parce qu'il y en a qui sont payés pour encadrer la jeunesse et qui n'apportent pas les résultats escomptés. Du coup, cette jeunesse-là, on a comme l'impression qu'elle est délaissée en elle. Mais maintenant, sur le plan politique, dans notre contexte à nous, depuis les années 90, terminé. Non, juste quelques secondes. J'ai mangé toutes les minutes. Il y a eu des avancées. Oui. Et même cette jeunesse-là qui s'est investie en politique, on ne peut pas dire d'elle qu'elle n'ose pas. Elle essaye de se battre en prenant les positions qui sont les leurs. Et n'oubliez pas, pour ce qui concerne les jeunesses qui est compromise, quel qu'en soit le cas, quel qu'en soit ce qu'on peut être, il y a cette jeunesse-là qui doit payer les factures. Et on comprend son caractère corruptible sur un certain nombre de secteurs qui demandent sa témérité, autant pour moi. Merci beaucoup, on vous comprend parfaitement, Eric Pépin Bikaï. Le temps pour moi de lire ces quelques messages. Kendrick Choupi nous dit que quand les Africains seront libérés des religions violentes étrangères, alors ça sera le début de la renaissance. Olivier Boko, la jeunesse africaine n'a plus d'issue et ne voit que l'armée, l'enseignement, la sécurité et le commerce de friperie comme porte de sortie. Et je vais également prendre du côté de WhatsApp quelques messages. Bonjour le plateau et surtout merci Parfait pour l'éclaircissement. C'est Henri Blaise. Il ne nous a pas dit d'où il nous écrit. Je m'excuse monsieur Ngos, moi c'est Abdoul Moumine, chef traditionnel de 3e degré de Godo-la-Gare dans le Diamaré, région de l'extrême nord. Merci également à vous. Bonjour le panel, à mon humble avis. Le gouvernement ne peut pas employer tout le monde. Je pense que le gouvernement doit encadrer et créer un environnement favorable aux investisseurs ou entrepreneurs pour créer les entreprises afin d'employer les jeunes. Mais de nos jours, les leaders africains en général et camerounais en particulier ont mis dans la tête des jeunes que c'est le gouvernement en place ce qui les empêche d'évoluer et aussi que c'est dans la fonction publique qu'on réussit. Les leaders et politiciens africains instrumentalisent les jeunes pour arriver à leur fin égoïste. La faute est en grande partie aux parents car ils ont délaissé leur rôle, ainsi qu'au gouvernement pour le système d'études qui est basé sur la formation des bureaucrates. Il faut qu'on investisse sur les formations professionnelles, que nos gouvernants aient une vision d'industrialisation de nos pays. Merci Abdou Karim depuis Antananarivo. Antananarivo, c'est à Madagascar. Merci à vous sur WhatsApp et surtout sur Facebook pour toutes vos réactions. Patient Parfait Nom, je vous dis merci d'avoir été là ce matin. Merci et puis merci aux téléspectateurs qui ont participé à cette émission pour la rendre un peu plus dynamique. Je leur dis vraiment merci. Interactive aussi. Interactive également. Voilà. Merci à vous également Eric Pépin Bikaï d'avoir été là ce matin. Nous remercions également les téléspectateurs qui ont pris leur peine pour nous écouter. Bon, ils n'ont pas été tous là ce matin, mais nous avons fait notre job. Vous qui êtes à la maison, n'oubliez surtout pas, la jeunesse est effrayante pour ceux qui l'ont perdue ou qui sont susceptibles de la perdre. Madame, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de DBS Matin. Au plaisir de retrouver demain pour une nouvelle édition. Restez justement sur DBS. L'information est en continu sur notre chaîne. Et comme disait souvent mon grand-père, nous aussi, nous étions comme vous. Mais un jour, vous aussi, vous serez comme nous. Bonne journée à toutes et à tous. Pépin, tu as compris. Je suis le vieux d'avant, attention.